He takes his hat, his clothes, and his cane. He takes his hat, his clothes, and again he turns down the alley. His hat, his clothes, and his cane. His clothes, the night, is right, and the night when the go, is right, is going to J'espère que vous avez passé un bon dimanche, ça va Alex? 18h30 tous les dimanches, ça s'appelle les agités du bocal. On sera là chaque semaine. Alors pourquoi les agités du bocal? Alors le bocal, bon, bah, vous l'avez posé devant vous là, on est dedans, on bouge un peu. Ouais. Et puis les agités, il y en a déjà quelques-uns qui sont là, ils sont aussi dans le public. Tout un tas de gens vont nous retrouver. Les agités, ça sera aussi des invités, il en faut. Aujourd'hui, Kader Attia. Kader Attia, des artistes contemporains dont on parle le plus, qui a un parcours assez étonnant, qui a des œuvres assez provocantes. On va pouvoir le découvrir ou simplement l'entendre si on le connaît déjà. François-Xavier Desmaisons, voilà un humoriste dont on parle beaucoup. Il est sur la scène de la Gaîté Montparnasse. Il nous raconte sa vie en interprétant des personnages. C'est une performance d'acteur absolument incroyable. Mais on n'aurait pas un truc un peu plus énorme pour commencer? Quelqu'un que tout le monde connaît, des millions de gens le regardent. Arthur, bien sûr! Ça va, Arthur? Ah mais ça va très bien. Pour la première, on voulait vous mettre dans des conditions optimales. On s'est dit on va le mettre sur une scène, ça Ouais. ressemble un petit peu, mais encore un petit peu à la télévision. C'est le vrai Arthur, les gens ne croient pas que c'est pas Si, le vrai si, c'est Arthur. lui. Si, On est si. sur France 4, c'est pas possible. Si, c'est le vrai. Si, c'est vrai, je suis pas un souci. Pourquoi je ressemble pas au vrai? Je suis plus petit que le vrai, ah bon? Et elle mesure combien ta télévision? J'ai pas le même nez, ah bah c'est sympa. Bon, on Je suis s'est dit, content. la scène et la télévision, c'est les deux mamelles de votre vie désormais, donc vous allez vous sentir à l'aise. oui, exactement, oui, je suis très bien ici. Bon, on va s'asseoir, Stéphane reste là. Venez avec moi, Arthur. Ah oui, alors Applaudissements ça fait pour peur de Arthur. marcher sur la table. Attention. Juste avant que je vous présente toute la bande des agités, on va commencer avec l'ami Blacko. Figurez-vous que les annonceurs, c'est des gens importants à la télévision, c'est pas vous que je vais l'apprendre, Arthur. C'est des gens qui mettent de la pub avant et après les émissions. Et pendant. Et pendant aussi. Ça dépend, Mais sur c'est pas, quelle chaîne. pas notre cas, on est sur le service public. Des gens peuvent se dire, mais pourquoi avoir invité Arthur? D'abord parce que c'est un mec cool. Et puis les annonceurs adorent Arthur, pas vrai, Blacko? Mais oui, c'est-à-dire qu'il y a quand même un grand changement, mesdames, messieurs. Vous n'êtes pas encore très nombreux devant votre télé, vous êtes déjà beaucoup plus nombreux autour de nous. Et le truc, c'est qu'effectivement, on a fait du culturel, nous, avec Alex, on sait ce que c'est. Hein, les peintres moldaves, les chorégraphes de province, tout ça fait piquer du nez. Les annonceurs nous ont jamais filé le chèque. Donc c'est fini les conneries culturelles. Maintenant, on a de l'invité qui fait vendre. Tu es industriel, tu es chez toi, dans ta petite maison de campagne. Tu vas pouvoir nous signer un chèque. Arthur fait vendre à peu près n'importe quoi, mais qu'est-ce qu'on pourrait vendre avec Arthur? Faut voir un peu ce que c'est dans l'imaginaire, Arthur, de tout le monde. C'est le mec, on était des millions à regarder L'île aux enfants, Casimir au départ, vous vous souvenez? On voulait tous y être. Arthur, lui, il a juste passé un coup de fil, il avait 7 ans. Il a été voir Casimir, il est rentré dans la télé, il en est jamais sorti. Et il a fait, je sais pas, le succès total. Rencontrer Casimir, c'était déjà un rêve. Marié avec un mannequin, le succès à tous les étages, la réussite professionnelle. Qu'est-ce qu'on vend avec ça? Franchement, la bague magique, moi je pense que c'est le truc qu'Arthur peut vendre. Et franchement, regardez, vous n'avez pas envie de l'avoir cette bague? Pourquoi? Pour 45,50 €. La bague magique qui vous assure le succès, qui vous promet les plus belles filles du monde et qui a permis très tôt de rencontrer Casimir. Le problème de la bague magique, c'est que c'est un peu de la trappe gogo. Voilà, je sais comment vous êtes industriel dans votre maison de campagne. Le gogo, vous aimez bien, mais il en faut plein pour faire des recettes. Alors que du CSP+, du mec qu'on respecte parce qu'il est dans le business, ça, c'est peut-être plus vendeur. Et Arthur, c'est pas que du show, c'est du business. Alors en France, show business, on n'aime pas trop. On aime surtout les artistes un peu à l'ancienne époque, dans leur petite chambrette, quand ils écrivaient des poèmes, qui se bourraient la gueule, ils gagnaient pas un sou. Ça, on adore. Mais dès qu'on parle business, on aime moins. Or, pourtant, Arthur, c'est ça aussi, c'est une recette qui marche. Il n'y a qu'à voir. Les enfants de la télé, c'est quoi? Le secret d'Arthur, c'est de mettre de la bonne humeur. Et derrière, on met des programmes qu'on a déjà vus avant, qui coûtent pas très cher à fabriquer, puisque c'est pas nous qui les avons fabriqués. Un peu comme on fait avec le surgelé, par exemple. Alors voilà, elle est là la campagne pour Arthur. Un mec qui nous a vendu autant de programmes surgelés. Moi, je dis franchement, le gratin de courge façon de Charnia, en regardant les enfants de la télé, c'est vraiment un truc dont on a envie. Et c'est pas cher, 4,50 €. Mais l'important avec Arthur, c'est qu'on en vend beaucoup. Sauf qu'il y a un nouvel Arthur qui est en train de se mettre en place.
Le problème de l'animateur télé, vous le connaissez, c'est qu'on a du mal à le respecter. Je suis bien placé pour le savoir. Vous êtes là devant votre télévision, certains sont en caleçon, ils se grattent négligemment, en chaussettes sales. Comment voulez-vous me respecter? On ne peut pas respecter un type à qui on parle dans ces conditions. Du coup, pour faire de la pub, qu'est-ce qu'ils font les animateurs télé? Des trucs un peu vulgaires. Patrick Sébastien, c'est le saucisson. Il a du mal à vendre autre chose, forcément. Alors, est-ce que ça peut marcher avec Arthur de vendre des trucs un peu classe en tant qu'animateur télé? Pas évident. On regarde ce que ça donne les pubs pour les objets classe. Vous voyez bien que ce qu'on met habituellement pour vendre un truc un peu classe, c'est du gros acteur américain. Est-ce que vous avez vraiment envie d'acheter une montre en sachant par exemple, je sais pas, c'est Patrick Sébastien vous ferait la pub. Vous la voulez la même montre que Patrick Sébastien? Vous voulez mettre 30 plaques dans une montre pour ressembler au clown du samedi soir? Non, vous voulez pas. Vous voulez ressembler par exemple à Julien Lepers, je sais pas, c'est possible. Vous avez envie de ça? La même montre que Julien, vous la voulez? Vous pensez que c'est mieux pour draguer? Non. Alors que Arthur, il y a un petit truc qui change, c'est qu'il a été animateur, il a fait ses classes et maintenant il va être sur scène. À la rentrée, il sera aussi au théâtre avec une mise en scène de Francis Weber, il sera avec Danny Boone. Et là, peut-être que ça va changer. Peut-être qu'un jour, on se dira, ouais, tu vois cette montre, c'est la même qu'Arthur, c'est vraiment la classe. Bon, ben ça, c'est à venir, mais c'est maintenant qu'il faut investir l'industriel. Allez hop, on signe un petit chèque. Arthur est avec nous pour 1h30. Un petit tour de table rapidement pour vous présenter les agités. Arthur, Jonathan Lambert, je vous le présente pas, vous le connaissez, vous avez fait des bêtises un peu ensemble. Ça fait des années qu'on se connaît, ouais. Hein? Bon. Sidonie Bonnec. On se connaît, mais on n'a pas fait de bêtises ensemble. Je travaillais pour vous, je suis en démol. J'étais une petite créa, une C'est jeune vrai créa, voilà. Ouais. Je sais qu'on s'est déjà croisés, mais on n'a pas travaillé vraiment. C'est là qu'on voit que vous êtes habitué aux jolies femmes, parce que normalement, n'importe quel mec aurait fait « Waouh !» Alors que vous, bon... Bah... Bah non, on en a plein. Il y en avait plein dans les bureaux à Salaud. Régis Maillot, qui sera le blogueur des agités du bocal. Bonjour. L'homme à la veste rouge, il faut toujours qu'il se fasse un peu remarquer, c'est Jean-François Kervéan. Je connais très bien aussi. Un journaliste érudit et féroce. Qui a écrit un magnifique livre sur Loana. Tout à fait. C'est le truc qui... Je suis désolé, Mais il est magnifique ce bouquin. C'est pas tout à fait ça. C'est pas un magnifique livre de Loana, c'est le magnifique livre de Loana. De la magnifique Loana. Voilà. En fait, il a été le nègre. L'info n'était pas totalement bonne, Arthur. Mais c'est pas grave, moi j'avais bien aimé, on en avait parlé. On a un point commun, on aime bien Loana. Mais d'autres gens aussi, hein. On l'a toujours ce point commun? Oui, oui, bien sûr. Ouais, mais pourquoi il m'a dit ça? Bah, je voulais pas te vexer, non, moi ça m'est sorti du cœur. Il était producteur du Loft, et la vétérante du Loft, c'est Loana, et moi je me suis retrouvé dans l'édition à écrire son livre. Moi je trouvais ça bien qu'il y ait un mec qui assume de l'aimer. Et pour terminer les présentations, Ben, qui raconte des contes pour enfants, mais un peu pour adultes quand même. Ah, très bien. Voilà. Juste une question, je sais que vous avez encore une âme d'enfant, Arthur. Est-ce que vous croyez encore au Père Noël? Oui. Oui. Pas hyper convaincu. Oui. Jonathan l'a rencontré ces derniers temps, il va pas fort. Non, en fait, c'est pas ça, c'est que je sais qu'Arthur, parce qu'on a travaillé à la radio ensemble et je faisais des personnages, je et vais il aimait comprendre. beaucoup. Quoi? Si c'est le Père Noël que fait Jonathan, Non, c'est pas j'ai ça. jamais pleuré autant à la radio qu'avec ton Père Noël bourré qui déteste les enfants. Non, en fait, je me suis intéressé parce que c'est vrai que le Père Noël, le vrai Père Noël, pour le coup, le 25 décembre, le 24 décembre au soir, il bosse et le reste du temps, qu'est-ce qu'il fait? Et en fait, c'est assez déprimant parce qu'effectivement, sorti de sa grande date, voilà. Et voilà, donc on l'a suivi avec une équipe. Janvier, les fêtes sont passées. Nous sommes prêts à attaquer l'année du bon pied. Pourtant, il en est un pour qui la perspective est morose, le Père Noël. Jusqu'à décembre prochain, il doit se résoudre à attendre. Une attente aux allures de chômage, sur fond de déprime. Eh bien, je lis, je fais du sudoku, mais bon, je m'ennuie. Hein. Et puis en plus, le mois de janvier, c'est le pire des mois parce que c'est là où on reçoit les plaintes. Alors ça j'en ai par-dessus la tête. Des lettres du monde entier, envoyées par les enfants déçus. Les requêtes mielleuses de décembre cèdent alors la place aux remontrances, voire aux insultes. Alors, il y a des lettres toutes simples, comme par exemple, je voulais un camion bleu, et il est rouge. Est-ce que tu peux me le changer? Ou alors là, déjà, ton CD de Laurie, tu sais où tu peux te le carrer. Et puis des choses aussi, ça c'est plus vindicatif, hein. Gros PD rouge. Voilà. Mais ça, c'est les parents. Hein. Jusqu'au retour des fêtes, le papy le plus apprécié au monde mène alors une vie sordide. C'est-à-dire que je n'ai pas d'employeur, donc pas de fiche de paye, et dans ces conditions, aucun propriétaire ne veut me louer un appartement. Pour vivre jusqu'à décembre prochain, c'est le système D. Le Père Noël s'est installé dans cette chambre de bonne qu'une femme lui prête en échange de quelques heures de ménage dans son appartement.
logés mais pour autant pas nourris. Et là encore, la débrouille est le seul moyen, quitte à friser avec la loi. J'ai eu effectivement des propositions pour passer de la marijuana ou des stupéfiants, parce qu'avec mon costume, j'ai l'air de ne pas y toucher, mais je suis contre la drogue. Alors ça, non. Non. Alors, c'est la prostitution. Dans les rues chaudes de Paris ou d'ailleurs, on peut s'offrir le Père Noël pour quelques dizaines d'euros. C'est dégoûtant. Les gens vous appellent quand ils ont besoin de vous, et après, vous prenez la petite souris, par exemple, entre deux dents, elle est obligée de faire le tapin dans le milieu zoophile. Alors... Ah, excusez-moi, j'ai un client. Ouais. C'est cool, il veut juste que je le caresse en lui chantant mon beau sapin. Et ça vous rapporte combien? Oh, de quoi se payer un menu best-of. Avec le sundae caramel. J'adore. Allez, bonne soirée. Dans 300 jours, le Père Noël retrouvera les joies du traîneau. En attendant, la vie suit son cours pour ce héros très ordinaire. Je sais pas si c'est bien d'y croire en fait au Père Noël. Ouais, c'est un peu déprimant. On Ouais. a même plus envie de recevoir de cadeaux quand on le voit. Ouais. Ou alors de le faire bosser tous les jours pour pas qu'il ait à se prostituer. Non mais toi t'es cochonne. On voulait plus parler du Père Noël, mais là d'un seul coup, il se noue quelque chose entre vous. J'ai d'ailleurs une très bonne blague sur le Père Noël. Ah, c'est les enfants de la télé. Non? Ah bon, on peut pas blaguer? Mais si, Il ne faut jamais regarder Jean-François Kervéan quand on cherche un regard de soutien. Il faut, si t'as un doute, faut pas le regarder parce que c'est le mec Ce qui va n'est te pas plomber. grave, je le réalise. La compassion n'existe pas à votre droite. C'est deux putes qui discutent entre elles. Voilà, Mais c'est bien, on va essayer un peu d'élever le débat. Et il y en a une qui dit à d'autres, tu lui as demandé quoi au Père Noël, toi, cette année? Et elle dit, bah, 150 € comme l'année dernière, c'est le tarif. Non, Attends, c'est fini? Ah bah non, là, tu fais exprès, tout le monde l'a compris, cette blague, là. Là, tu prends sur toi. Quel est le plus beau cadeau que vous avez eu à Noël, Arthur? Cette année? Ouais. Qu'est-ce que j'ai eu comme joli cadeau à Noël? J'ai eu un dessin de mon enfant. Et le Concorde, vous l'oubliez? Vous avez pas eu un Concorde? On a arrêté le Concorde, c'est vrai qu'il y a eu des accidents avec le Concorde, Jean-François. Je On n'en profite que de Concorde à Noël, c'est fini. les ça. deux cadeaux qui m'ont fait plaisir. Un dessin de mon fils qui me représentait moi-même. Un avec Concorde, il y en 4 avait doigts. déjà un, tu sais, c'est pas... Ok, un peu en mutant. Et j'ai eu le droit à une semaine de vacances au soleil avec toute ma famille. Voilà. Ça, c'est beau. C'était un cadeau On surprise verra. de ma femme. Qu'on verra peut-être dans Voici la Parce que semaine à prochaine. Noël, là on est non. on est en janvier, Ils ont raté. monsieur, tout de suite la mauvaise langue. Et pendant que vous profitiez de ces vacances méritées, Sidonie, que faisiez-vous? Étiez-vous en maillot de bain sur une plage idyllique? Pas du tout, moi je recevais au pied du Ça me dit sapin pas non une comme ça, boîte de laissez thé par suggérer exemple. que oui, peut-être, on ne sait Oui, pas. je ne, vous Entrez le laisserai, mystère. je ne vous laisserai pas rêver, j'ai passé mon temps sur le web parce que je suis là pour vous trouver des choses un peu sympas Exactement. sur... Ce qu'on appelle les agités du web. Exactement. Et alors, Qu'est-ce qui agite le web en ce moment? Justement, fini les chanteurs à grosse voix. Maintenant, nous allons accueillir les Québécois, des Québécois qu'on va adorer, mais c'est des humoristes à grosse bouche et ce sont les Têtes à claque. Alors, sans plus attendre, je vous montre un Tête à extrait. claque, c'est le nom du site. C'est le nom du site, c'est le nom des personnages, et ils sont des vrais têtes à claque. Et ça, c'est le sketch qui a le plus circulé sur nos boîtes mail françaises. Tendez bien Regarde. l'oreille parce que c'est en québécois, donc il faut... Mais laissez-vous bercer. Mayday, ici vol DC, vol 32, demande priorité d'urgence pour atterrir. Ici tour de contrôle, quel est votre problème? Mon agent de bord vient de m'informer que nous avons un passager au comportement suspicieux. Qu'est-ce qu'il y a, votre passager? Il y a une émaonde. Une émaonde? Ouais, il est en train de se limer les ongles avec une émaonde dans mon avion. Ben, je vois pas le problème. Ben, vous savez même que c'est interdit. Ouais, mais il faut quand même pas exagérer. Il faut pas exagérer. S'il me crève les yeux avec sa émaonde, c'est qui va piloter l'avion? Ben, moi, je suis capable de piloter l'avion. Ah, toi, ta gueule. Vous avez raison, on prendra pas de chance. Je vais envoyer 2 F-18 vous abattre en plein vol. Merci pour votre vigilance, là, on n'oubliera pas votre sacrifice. Over. Allô, tour de contrôle? Allô? Ça, c'est culte.
Ça, c'est culte. Depuis que le site a été créé en août dernier, on compte 2 millions de visiteurs uniques quand même chaque mois, ce qui est assez énorme et preuve de leur cultitude, parce que maintenant on peut rajouter des études à tous les Il faut mots. être francophone, quoi. Donc 2 millions uniquement sur la communauté francophone. Ah oui, non mais c'est hallucinant. Et preuve de leur cultitude, c'est qu'ils sont extrêmement parodiés sur le net. Alors ils inspirent toutes sortes de parodies, hein, plus ou moins drôles. Vous avez des commerciaux qui rejouent les sketchs lors de banquets d'entreprise, c'est pas les meilleurs. Et c'est quand même un truc un peu de nerd, de mec qui passe beaucoup de temps face à son ordinateur et qui au bureau pas regarde. Forcément, parce que justement ça se popularise énormément et justement c'est surtout les enfants que ça séduit. C'est assez amusant, c'est eux qui se lâchent et qui ont cette musique un petit peu du vocabulaire et de la langue québécoise. Alors là je vais vous montrer en fait un extrait du sketch original et après sa parodie, ça vaut le coup. On regarde l'extrait. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. C'est l'Halloween, on veut des bonbons. T'es déguisé en quoi, toi? Ben, Claude, moi aussi. Oh boy, c'est minimaliste, votre affaire. Ah, ben, qu'est-ce que tu veux? On a coupé notre budget cette année, là. Ben, écoute, mon petit bozo, là. Tu vois-tu une citrouille, toi, devant ma porte? Non. Ben, pourquoi tu viens sonner ici? Ben, on veut pas une citrouille, on veut des bonbons. Juste, au départ, il y a un dessin qui est figé, et ensuite, il y a une bouche. Exactement, le créateur, qui s'appelle Michel Baudet, qui est un ancien publicitaire, en fait, fabrique lui-même ces petites figurines qui sont des poupées, et il le met en surimpression ses yeux et sa bouche. Donc c'est sa bouche, c'est sa ses vraie propres bouche. organes, d'accord. Bon, c'est pas ses vraies dents dégueulasses. Hein. En fait, il a tout un attirail de dents qui donne c'est ce contraste un peu entre l'immobilité et les yeux qui bougent, qui donne cet air complètement benet et délicieux. Et donc ça, c'était l'original. Et voilà, et la parodie, c'est Lucas. Il a 4 ans, il est québécois, il est déjà culte et cute. Vous allez voir, 4 ans. Ding dang, ding dang, ding dang. Qu'est-ce qu'il y a? Voyons. C'est l'Halloween, on a des bonbons. C'est déguisé à toi. Ben, Claude, moi aussi. Ah, boy, c'est Méline, votre affaire. Quel âge il a, votre fils, Arthur? 10 ans? Il passe son temps sur Internet ou pas? Il commence à aller sur YouTube. Mais il y a du code parental partout, donc il peut pas aller nulle part. Il le respecte? Et il peut pas faire Le autrement. code parental, on est obligé de respecter, ou alors c'est S'il qu'on arrive à hacker, alors là, il serait un génie. Je serais presque fier qu'il arrive à hacker et qu'il puisse rentrer partout. Non, il est en code parental YouTube, beaucoup Dailymotion. Et vous y allez? Vous avez le temps ou pas? Je vais voir ce qu'il trouve, parce que quand j'entends mon fils rigoler comme un malade dans sa chambre, j'essaie d'aller voir. Alors, les enfants, il y a pas mal de séquences qui viennent. Oui, il y en a pas mal qui viennent de lui d'ailleurs. C'est votre fils qui vous fait. De temps en temps, d'ailleurs, on va l'avouer, il programme une partie de l'émission. Non, mais souvent il y a des bêtisiers auxquels on pense pas parce qu'ils vont fouiner. C'est tellement segmentant, on peut arriver jusqu'au bêtisier des chats qui tombent d'une chaise. Il y en a à l'infini et donc ils m'en montrent des rigolos. Voilà. Et ce site alors renouvelle un petit peu l'esprit de solidarité francophone parce qu'on tombe. En fait, chacun essaye de s'échanger les mots parce qu'on comprend pas tout. Donc et toi, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire Pop Tarts? Alors Pop Tarts, c'est des gaufrettes sucrées. Donc vous avez un Suisse qui demande à un Belge, ça veut dire quoi tel mot? Ils vont voir ce truc-là. Énormément. Et d'ailleurs, il y a des télés françaises qui les ont déjà contactés avant même les télés québécoises. D'ailleurs, le créateur s'en étonne. C'est-à-dire qu'un gars et une fille qui était une séquence qui était venue du Québec, vous pensez que ça va bientôt apparaître en programme court à la télévision? Mais ce qui est génial, c'est qu'on n'a même pas besoin de les faire parler français avec notre accent. Il faut qu'ils restent comme ça. C'est formidable. Il vient effectivement de certains mots qu'on a du mal à comprendre. Mais c'est presque ça qui est drôle, c'est qu'on se les écoute. Moi, je sais que je me suis même surprise à noter, à essayer de les traduire comme on prend les paroles d'une chanson et à les répéter. Genre, c'est minimaliste votre affaire. Bon, j'ai un accent belge, comme cet accent québécois, mais en même temps, on comprend que c'est des francophones, pas de chez nous. Pour la chronique belge, je suis prête, quoi. Jean-François nous a pas donné son avis sur les petites images qu'on a vues tout à l'heure. J'ai pas pu parce qu'au moment où j'ai trouvé qu'elle ressemblait un peu aux poupées qu'elle décrivait, elle a dit elles ont l'air bénées. Alors j'ai pas dit. Parce que t'as une très grande bouche et des très grands yeux dans un très joli visage. Mais je ne suis pas immobile. Un peu, quand même. Il aura tenté d'être désagréable avec vous, mais jusqu'au bout. Qui aime bien, châtie bien. Et les gens que l'on n'aime pas, on les méprise par le silence. Je n'ai rien dit. Oh le salaud. Il a un peu de répartie, c'est ça le problème. Ben oui, je lui tends des perches atomiques, mais j'avais oublié qu'il était à ce point... Malheureux, mais oui, sinon il serait jamais aussi méchant, évidemment. Il s'appelle Jimmy Destroy, il porte bien son patronyme. Il va nous faire une espèce de démonstration de foot C'est le sport de rire, vous connaissez ça, Arthur? Une bouche qui parle toute seule, le Père Noël qui est remords. Est-ce que vous appelez pas un peu de temps en temps sur MTV, vous voyez pas tous ces sports insensés qu'on nous propose, du skate, du basket dans des endroits impossibles, des cascades dans la rue? On peut inventer plus que ça, non? C'est un coach, c'est Jimmy Destroy, c'est du foot de rue, regardez, c'est une leçon. Salut les bourrins!
Bonne nouvelle. Je suis Jimmy Destroy, votre coach à la télé. Ok, alors aujourd'hui, le street foot. C'est pas compliqué. Il suffit d'un bon contrôle de balle, un adversaire bien démarqué et que le meilleur gagne. Démonstration. Comme vous pouvez le constater, il faut un minimum de préparation physique. Madame s'est laissée un peu surprendre, en même temps, elle n'était pas en 4-4-2. Et à mon avis, elle simule. Ralenti. Le street foot, c'est intéressant pour une première prise de contact, mais la prochaine fois, on passera à des choses un peu plus sérieuses. En attendant, je vous laisse transpirer dans vos canapés. C'était Jimmy Destroy pour les agités. Sincèrement, je sais pas ce que vous en pensez, Arthur, mais vous qui êtes souvent au Parc des Princes, ils ont besoin d'un mec comme ça à l'arrière. J'ai adoré, moi, ce truc-là. L'émission porte bien son nom. Hein. Alors, sur le web, bon, il y a des images qui nous font rire. Il y a aussi pas mal d'avis qui sont donnés à droite, à gauche, sur des blogs, un peu à tous les endroits. Nous aussi, on a notre blogueur. On a fait venir ici, hein, pourquoi se priver. Qui est là? Régis Maillot. Bonjour. Vous avez l'habitude de vous énerver un peu sur tout, de prendre parti sur le premier sujet. Aujourd'hui, c'est plutôt quoi? On est plutôt autour de Nicolas Hulot qui prend beaucoup de place dans l'actualité, du coup. Ouais, bah, cette semaine, un peu comme tout le monde, j'ai décidé de militer pour la sauvegarde de l'environnement. Hein. Bah, ça tombe bien parce que moi, l'écologie, c'est ma deuxième passion, après conduire des 4x4 à Paris. Non, c'est vrai, c'est un vrai combat important, l'écologie, il n'y a plus de saison. Tu vois, on vient de passer l'automne le plus chaud depuis 1950, 23 degrés à Lille. C'est plus un été indien, c'est saoudien, quoi. Il n'y a plus de saison, tu vois. Avant, quand on voyait un vieux, on se demandait s'il allait passer l'hiver. Bon, maintenant, c'est l'été qui fout les jetons. Hein. La nature a besoin de froid, ça fait partie du cycle. Bon, en même temps, je viens de recevoir ma facture de gaz. J'étais à 2 doigts de militer pour le réchauffement de la planète. Hein. 40% d'augmentation du prix du gaz en 2 ans. On comprend mieux pourquoi dans le 9-3, les habitants se chauffent avec des bus, tu vois. C'est drôle, là. C'est les chiffres. C'est les chiffres. 4 degrés au-dessus des normales saisonnières, tu vois. Hein, Evelyne Delia, ça fait 6 mois qu'elle présente la météo en mini-jupe. Ce rythme-là va terminer la Chandeleur en string, quoi. Non. J'ai des chiffres, on vit dans la peur. Là, aujourd'hui, entre le réchauffement de la planète et la montée des eaux, dans l'immobilier, les bonnes affaires, c'est à 100 km de la côte. Hein. À l'horizon 2050, on attend 200 millions de réfugiés climatiques. 200 millions. Et le phénomène arrive déjà sur nos côtes. À Monaco, le prince Albert a déjà recueilli un Gabonais et une Américaine. Non, mais c'est plus une principauté, c'est un rocher à moules, là-bas. Non, mais c'est vrai, la biodiversité est en danger, hein. J'ai dit à Arthur... C'est l'école anglaise, hein, la finesse. Là, je bois vos paroles, jeune homme. Je blogue. Chaque semaine, un star académicien disparaît à tout jamais de la surface de la Terre. En même temps, ça réduit la pollution sonore. Hein. Non, il est urgent de changer notre mode de vie. Hein. Moi, je consomme écolo maintenant. Les meubles à la maison, bah, c'est comme tout le monde, c'est du Ikea. Ikea, le seul mobilier biodégradable. Au bout de 2 ans, tout fout le camp. Enfin bref, vous l'aurez compris, il est important pour chacun d'entre nous de faire un geste pour l'environnement. Moi-même, chaque jour, je fais un geste pour l'environnement. Hier, par exemple, j'ai arrêté le papier toilette. Bon, j'ai quelques désagréments, mais au moins, j'ai le sentiment d'avoir sauvé un arbre. Voilà, maintenant on sait que si on est un véritable écologiste, eh ben, il faut laisser tourner son 4x4 sur le parking pour participer au réchauffement de la planète. C'est un peu ce que Régis vient d'expliquer. J'allais vous demander une réaction, mais Arthur, mais vous l'avez déjà donné, hein, l'école anglaise en termes d'humour. Moi, je trouve que c'est vachement bien écrit. Ouais. Alors, là, oui, là vous êtes un petit peu bizarre. Je vous jure, on a la sensation dans cette émission qu'on a fumé des trucs bizarres. Là, mais vous êtes un petit peu impressionné. Ah là, d'un coup, là je me dis, là, il y a un vrai travail de stylisme. Oh, putain, j'ai eu peur. Est-ce que vous pouvez imaginer un mélange de métal, de musique un peu métal, et de Mireille Mathieu? Ça s'appelle Métal Mathieu, c'est maintenant.
pas un peu les bronches, ça? Hein? Ils étaient 10 sur scène, c'est les métal Mathieu. Ouais, Mireille Mathieu, il était. Jonathan Lambert. Mais j'ai jamais vu ça. Mireille Mathieu, il était il n'y a pas longtemps chez Michel Drucker, mais là, c'est la nouvelle version. Eh ben, écoute, j'ai pensé pour la famille. Non, mais je trouve ça délirant, je trouve ça formidable. Vous connaissez un peu Étienne Moujotte, ça peut être un tube de l'été pour TF1, ça peut être un truc qui... Oui, ils ont le look du prime de TF1. Ouais, c'est vrai, hein. Ça, c'est le mec qui a la guitare en forme de cuvette de chiottes, là. Lui, là, il est pile après le 20h. C'est direct, c'est sa place. Les enfants, c'est votre moment. C'est une émission que tout le monde peut regarder. Jean-François fait un peu peur. C'est le croque-mitaine. Mais il y a aussi celui qui raconte des histoires. Le croque-mitaine. C'est pas un peu Moi, quand mes enfants ne veulent pas se coucher, je dis, tu veux que Jean-François vienne? Ils sont en train de te mater, Jean-François. Je n'ai rien à dire. Pensons à nos enfants qui adorent les histoires, qui adorent les contes. Et Ben, vous êtes là un peu pour ça. Pas forcément que pour les enfants, mais il fallait raconter un truc et au départ, vous étiez pas très Au fixé. départ, je savais pas trop quoi faire. Je me suis dit, bon, c'est vrai, j'aurais pu vous chanter une chanson, hein, j'aurais pu parler de politique à l'approche des élections, mais non. J'aurais pu aussi vous raconter une blague. Hein, j'aurais pu vous raconter, je sais pas, par exemple, la blague de Monsieur et Madame à ordure ont un fils. Hein, ça fait Ben à ordure pour ceux qui n'auraient pas compris. Cette blague, si je vous dis pas de conneries, on a dû me la faire 3500 fois. Ça fait beaucoup, hein, pour une blague. Tenez, si on compare ça, par exemple, avec une pièce de théâtre, puisque vous allez faire du théâtre, Arthur. Il a eu un petit coup de... Il s'est réveillé, là, d'un coup. Non, ça va bien. Mais si on compare ça avec une pièce de théâtre... Oui, tout à fait. Prenons par exemple une pièce de boulevard, un vaudeville, comme on peut... par exemple, c'est l'histoire d'un docteur qui s'en va chez un ami pour faire une partie d'échecs. Hein, mais la femme du docteur, Martine, de son prénom, se retrouve toute seule à la maison, la pauvre. Alors elle décide d'appeler son amant, comme dans toutes les pièces de boulevard, et pendant ce temps-là, son mari arrive à destination chez son ami qui s'appelle Gérard et qui est en train d'installer les pions pour jouer aux échecs. Mais... Oh là là, on dirait un sketch d'Arthur. Interpellé... Interpellé... C'est un coup bas. Déjà qu'on est en train de s'endormir là, depuis 2 minutes avec son compte pour enfants. Mais il y en a plus que pour un quart d'heure, c'est bientôt fini. Je trouve ça très moche comme attitude. Hein. Interpellé par... Attention, je t'ai entendu dans le public. Plus personne ne suit, c'est du bonheur. Interpellé par la taille du cavalier par rapport aux autres pions du jeu, le docteur s'exclame « Il est grand celui-là ». Et c'est sur la pertinence, mais oui, mais c'est sur la pertinence de cette remarque que le docteur se rappelle qu'il ne sait pas jouer aux échecs. Oh là là, qu'est-ce qui se passe, improvise Gérard, qui se rappelle plus du tout de son texte. C'est pas grave. C'est pas grave, reprend le docteur. Viens donc dîner à la maison, Martine a fait des calamars. Et alors, comme par hasard, le gros Gérard, il adore les calamars, alors ils repartent dans l'appartement, mais quand ils arrivent, Martine et son amant qui s'appelle Patrick sont complètement nus, par terre, en plein milieu du salon. Alors là, le docteur, foudrage, décide de changer la moquette, et Gérard... Et en parlant de moquette, là, t'as rien fumé, toi, t'es sûr? T'es presque là, à moins que c'est une caméra cachée, je ne comprends pas du tout de quoi il parle. Alors écoute bien. Et en plus, je fais l'effort d'essayer de comprendre, et là je me dis, mais de quoi il parle? Mais tu vas voir où je veux en venir, parce que interpellé par la taille de Patrick, hein, l'amant de Martine, par rapport à celle d'un calamar, le docteur s'exclame « Oh la vache, il est gros celui-là ». Bon, fin de la pièce, tout le monde rigole, le public rappelle les comédiens, c'est... Tout le monde rigole. Le public rappelle les comédiens, c'est une honte, on est bien d'accord. Mais je ne sais pas pourquoi le producteur décide de prolonger les représentations et ils vont jouer. La femme du docteur adore les gros calamars, c'est le nom de la pièce. Tu as de la famille, tu as de la... Plus beaucoup, je pense qu'ils sont partis. Il y a des gens qui peuvent s'occuper de toi, qui peuvent essayer de te remettre un peu dans le droit chemin. Et ils vont jouer cette pièce. Au moins, je sais pas, ils vont jouer La femme du docteur adore les gros calamars, oui c'est le nom de la pièce. Hein. Ils vont jouer cette pièce à peu près 350 fois et c'est justement là que je voulais en venir. Merci pour ceux qui ont écouté. 350 fois, ça fait très exactement 10 fois moins que pour la blague de Monsieur et Madame à ordure ont un fils. Ah ouais, et je trouve que ça fait quand même beaucoup pour une blague aussi pourrie que celle-là. Merci beaucoup. C'était Ben. Donc on va aller sur scène puisqu'on a parlé de la scène. Arthur, déplacez-vous. Applaudissements, on va aller s'asseoir là-bas. C'est dur, mais ça marche en fait. Asseyez-vous. Vous avez dit un jour, j'aimerais qu'on parle de moi un jour, non pas pour mon argent, mais pour autre chose. Et ben voilà, c'est fait. La scène est venue à votre secours.
grâce à la scène. Ouais. On parle de vous que pour la scène depuis au moins 1 an et demi. Ça fait 1 an qu'on Ça fait du bien, ça s'aperçoit repose. que... Et non, j'ai l'impression qu'il y a un turnover dans les questions des journalistes aussi. Ils disent celle-là on l'a déjà posée, celle-là on l'a déjà posée. Et je pense que non, mais c'est important que maintenant on s'intéresse désormais à mon travail plutôt qu'à ma personne et à ce que j'ai pu représenter. Et j'assume tout à fait d'avoir représenté l'image de la téléfrique à un moment. Mais j'ai tourné cette page-là, comme vous avez pu le dire, je ne suis plus à N2MOL, je suis juste animateur. Et vous êtes heureux sur scène, ça se voit, je suis allé voir le spectacle merci, 2 fois. Merci, 2 fois c'est vrai. Certains me disent d'ailleurs que c'est le seul endroit où vous éteignez votre portable. Bah, j'ai pas le choix. Et, non, mais c'est vrai aussi que j'essaie de me désintoxiquer du portable. J'essaie de profiter un peu plus de la vie. Voilà. Alors, outre le plaisir que vous procure d'être sur scène, est-ce qu'il y a une petite démarche de bourgeois gentilhomme? J'entends par là, est-ce que la scène, vous êtes allé aussi chercher de la respectabilité en étant sur scène? Je suis pas allé chercher une quelconque respectabilité, même si... C'est dur à dire, hein, je comprends. Je sais, même si aujourd'hui elle arrive. Ce que je veux dire, c'est que le fait qu'aujourd'hui on me respecte un peu plus, j'en suis ravi et je ne vais pas cracher dessus, mais ce n'est pas ce que j'allais chercher. Et moi, le respect, c'est quand le public est dans la salle et qu'il est content, qu'il applaudit, qu'il se lève à la fin. Voilà. C'est marrant que vous disiez ça d'ailleurs parce que vous faites de grosses salles qui sont toujours pleines, c'est des 1000, des 1200 places. Donc je ne sais pas si c'est un souci que vous aviez, mais peut-être aviez-vous aussi besoin de pouvoir quantifier le succès? Probablement parce que je dois faire partie de ces artistes, j'en parlais avec le producteur de mon spectacle, qui est très... je surveille énormément ce qu'on appelle les jauges, le taux de remplissage. Parce que quand moi, pendant des années, on m'a dit tu fais 6, 7, 8 millions de téléspectateurs, c'est pas physique. Et là, j'avais envie de voir les gens. Et quand j'allais dans une ville, et quand je vais encore dans une ville, dans un théâtre de 1000 ou 1200 places, comme vous le disiez, s'il n'y a que 1100 places, je me dis, mais qui sont les 100 qui n'ont pas rempli les derniers fauteuils? Et c'est ceux qui voient toujours la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine, quoi. Mais non, c'est... On sent vraiment que, parce que vous avez animé les primes sur TF1, donc il y a quand même le culte de la performance. Et vous avez beau monter sur scène, qui est une démarche un peu plus artistique. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, la scène, on trouve ça plus noble que de faire de la télévision. Parfois, il y a des numéros de télévision qui sont très difficiles à faire. Ah ouais, moi Mais vous avez le souci de pouvoir justifier des résultats. C'est ça qui est Non, c'est pas ça. Un bon article dans l'IB, ça vous suffit pas. Il faut qu'il y ait 1200 places de pleine. Mais parce que moi, mon métier, je le fais pour mon public. Quand quelqu'un écrit un livre, il a envie d'être lu par le plus grand nombre. Quand quelqu'un compose une chanson, il a envie qu'elle soit écoutée par le plus grand nombre. Quand quelqu'un monte sur scène, il voudrait que son spectacle soit vu par le plus grand nombre. C'est une hypocrisie très française de dire « Oh, c'est pas grave si mon disque ne marche pas ». Non, on a envie que votre émission, vous avez envie qu'elle soit regardée par le plus grand nombre. Sinon, on la fait entre nous. Mais oui, non, mais c'est ça. Donc voilà. Et comme en plus, il ne faut pas se mentir, je crois que quand on fait ce métier, en tout cas sur la scène, c'est parce qu'on veut aller chercher quelque chose, de l'amour certainement, ou une forme de rapport avec le public. C'est vrai qu'on se dit « Ce soir, je suis bien aimé parce que la salle est pleine ». Et c'est peut-être débile de dire ça. Non, mais en tout cas, il m'est arrivé, comme tous les artistes qui ont démarré, de jouer dans des salles de 40 personnes. Et j'ai pris pratiquement autant de plaisir que dans des salles quand j'ai joué avec Gad dans un zénith de 5000 personnes. Et si c'était justement, là vous parlez de Gad, la jalousie qui vous avait fait monter sur scène. Vous êtes pote avec Semoun, vous êtes pote avec Gad Elmaleh, vous êtes pote avec Danny Boone. À un moment donné, pour faire vraiment partie de la famille, bien que vous êtes déjà très amis, il fallait monter sur scène, quoi. Non, parce que nous sommes une forme de famille et une vraie amitié entre nous et chacun dans nos différentes disciplines. Si je dois être jaloux de quelque chose avec mes amis, c'est de leur talent. Parce que j'ai la chance d'être entouré d'amis extrêmement talentueux, mais c'est ce qui me fait grandir, c'est ce qui me fait aller de l'avant. Et puis en plus, j'ai une chance formidable, c'est que ce sont des éléphants de l'humour et je peux m'adosser à eux et ils me font gagner du temps et des années. Non, il n'y a pas de compète entre nous. Non, au contraire, ils sont contents, ils s'intéressent, ils sont toujours là quand j'ai besoin, ils viennent régulièrement voir le spectacle. Oh, Dieu merci. Avec eux, il n'y a pas de compète. Alors, il y a eu bien sûr quelques remarques désagréables sur le spectacle. Toujours. Stéphane peut en attester. À l'époque du Culture Club, ça m'est arrivé de vous défendre. Moi, j'ai vu le spectacle. Je ne vais pas dire que j'ai goûté à toutes vos blagues, mais en tout cas, techniquement, c'est irréprochable. C'est efficace, c'est bien joué. Vous tenez la scène, vous tenez le public. Merci. Vous avez mis. Il y a de l'argent aussi là-dedans, puisqu'on parlait d'argent tout à l'heure. Il y a un dessin animé incroyable qui démarre le spectacle. Bon, c'était jamais vu dans le One Man Show. Certes, il faut avoir l'argent pour le financer, mais enfin, vous l'avez fait. On en voit un petit florilège, non pas du dessin animé, mais de quelques extraits de la scène. Je suis ta mère. Moi, je vois, j'ai mon copain Steve, il a trouvé des magazines sadomaso sous le lit de son fils. Eh ben, il a pas osé lui mettre une fessée. Demande si j'ai filmé l'accouchement. Non. Autant j'ai d'excellents films de la conception. Tous les pères qui ont vécu ça pourront confirmer, je souhaite ce bonheur à tous les futurs papas qui sont dans la salle. C'est quand pour la première fois, votre enfant a quelques mois, il est en face de vous, et d'un coup, sans prévenir, il vous regarde droit dans les yeux et il fait
Papa. Profitez bien de cet instant. Parce qu'il dure 15 secondes. Parce que moi, le mien, juste après, il a regardé la chienne, il lui a dit « Papa !» Qui se souvient de moi quand j'ai démarré à la télé il y a 15 ans, quand j'avais 10 kilos de plus? Madame, ouais? Allez, vous sortez, ça y est. Il y a des fumeurs dans la salle? N'ayez pas honte, on vous voit pas. Il y a des fumeurs? Eh ben moi, je vais dire un truc que personne n'a jamais osé vous dire. Moi, je dis, il faut qu'on arrête de vous prendre la tête dans les lieux publics, dans les restaurants, qu'on arrête de vous emmerder un petit peu. Voilà, j'avais envie de vous le dire. Non, c'est vrai, il faut être gentil avec vous, vous allez pas tarder à mourir quand même. Donc c'est un spectacle qui s'appuie beaucoup sur la vie quotidienne, ce que j'appelle un spectacle miroir, c'est-à-dire que vous nous racontez votre vie et à travers ça on s'identifie, vous nous racontez aussi un petit peu la nôtre, on y parle d'hypocondrie, on y parle de la mort, on y parle des juifs, on y parle de la jalousie, beaucoup du couple et on y parle un petit peu d'Estelle malgré tout. Fallait-il que vous je sais pas, vous avez dû la mettre beaucoup derrière l'oreille, si vous me passez l'expression, quand vous étiez jeune avec les femmes, pour nous crier comme ça à la face du monde que vous avez la femme la plus belle du monde? Pas la plus belle, une des plus belles. Mais pour moi, c'est la plus belle. Ouais. Mais non, mais comme je suis allé sur scène pour essayer de me raconter, de dire aux gens tout ce que vous avez pu lire et entendre sur moi, c'est rien à côté de la réalité, bah, j'étais obligé de donner un peu de cette réalité, même si c'est, allez, on va dire même pas 5% du spectacle, mais c'est ce que les gens retiennent le plus. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, c'est important. Je ne peux pas dire comment je suis tous les jours sans évoquer mes proches, ma famille. Je parle de ma mère, de mon fils, mais je raconte pas ma vie. Non, les vrai, gens sont persuadés que je raconte ma vie, mais ce que je raconte, au bout de 5 minutes, s'aperçoivent que c'est la leur. Ah, c'est ce que je disais, ouais, Voilà. c'est le côté miroir. C'est très bien. J'aime beaucoup cette phrase, je vais la ressortir dans d'autres émissions. Je vous la donne sans copyright. L'amitié avec Gad, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais il y a parfois un mimétisme incroyable avec Gad Elmaleh. Il y a des tout petits passages, Ouais, ouais. c'est très bref, pendant Ouais, 30 secondes, ouais. vous imitez hyper bien Gad Elmaleh, Ouais. si je peux me moquer. Je le prends comme un compliment. Ouais. Hein. Des fois, on me dit, c'est marrant, il y a un petit côté Boujna, des fois, un petit peu côté de Elie Semoun. Semoun, Ouais, ouais. des fois, il y a un petit peu de Danny Boone, un petit peu de Gad. Et ça Ben, vous a moi, nourri je prends aussi, ça tout comme ça. des super compliments. Ouais. Mais c'est vrai que Gad m'a vachement aidé, boosté, coaché à certains moments, que j'avais Isabelle Nanty qui a mis en scène des spectacles de Gad et le mien. Et donc, certainement qu'il y a des moments où on a l'impression, on se dit que Gad aurait pu la faire, cette vanne. Et d'ailleurs, lui-même l'a dit, il aurait pu la faire. Mais je suis très content, je revendique. Tant qu'on ne me dit pas qu'on retrouve du Bézu dans mes sketchs, ça va, quoi. Le succès, ça a un coût, si je puis dire. C'est qu'il faut une condition physique irréprochable pour faire ça. Ça fait 1 an et demi, en plus de toutes vos autres activités que vous marathonnez un peu partout dans la France. Vous serez bientôt au gymnase à Paris. Ouais. Vous revenez à Paris, presque 9 ou 10 mois après la première fois. Ouais. Le prix de tout ça, c'est qu'il ne faut pas fumer, il ne faut pas boire, Ouais. mais il y a le reste quand même. Bah, le reste, ça se passe très bien. D'accord. Je vous rassure. Mais non, mais j'ai une condition physique. Pour garder votre femme, oui. c'est mieux. Comment? Pour garder votre femme, c'est mieux. Oui, oui, mais en général, toutes les femmes en général, hein, il faut. Mais vous verrez. Et ce qui est important, c'est de se sentir bien dans son corps, bien dans sa peau. Et en ce moment, je me sens frais, je me sens femme, je me sens bien, je me sens. Non, mais j'ai fait du sport. Là, ce qui est vachement bien, voilà, c'est que moi, je me suis préparé comme un marathonien. Je voulais vraiment pas être fatigué parce que mon spectacle dure 2 heures, vous l'avez vu. Mais ce qui est vachement bien, c'est qu'on perd beaucoup. On maigrit énormément. Et moi qui suis un obsessionnel du poids, c'est le seul métier que j'ai trouvé où à la fin du spectacle, tu peux taper des plats de pâtes comme ça, tu prends pas un gramme. C'est vrai que vous avez la ligne. Ouais, j'ai maigri beaucoup sur scène. 2 heures tous les soirs, 5 jours de suite, ça vous fait maigrir. J'ai lu quelque part dans l'interview que vous donniez, vous disiez j'ai longtemps cru que la réussite passait par le matériel et la réussite professionnelle. Aujourd'hui, j'ai compris que ce n'était pas le cas. C'est juste plus facile à dire une fois qu'on a gagné sa vie et qu'on s'est mis à l'abri. Exactement. Mais moi, j'ai grandi, mais je ne m'en plains pas et je ne cherche aucune gloire. Hein. J'ai habité dans un HLM, nous étions 4 dans un petit appartement et moi, mon obsession quand j'étais môme, c'était de quitter cette banlieue qui est une banlieue sympa, Massy-Palaiseau. C'est pas les banlieues qu'on décrit dans les journaux, c'est une banlieue très cool. Mais mon objectif, c'était de partir, de bien gagner ma vie, d'acheter une maison à mes parents. Et c'est ce qui était mon moteur parce que j'étais persuadé, je suis sûr que tout le monde est persuadé quand on est môme, qu'avec un peu d'argent, bah, la vie est un peu meilleure. Voilà. On a toujours raison quand on est enfant. Oui, exactement. Et puis la vérité sort souvent de la bouche des enfants. Et moi, je fais partie des gens qui pensent que l'argent fait le bonheur. C'est hypocrisie que l'argent fait pas le bonheur. J'y crois pas une seconde. Vous êtes heureux alors? Moi, je suis très heureux. On peut pas savoir à quel point, mais pas uniquement pour ça. Et j'étais persuadé, ça a été mon moteur il fallait que je réussisse ma vie. Et c'est la réussite matérielle, c'est pas simplement l'argent, c'est d'avoir un métier, avoir une maison, pouvoir mettre les gens que j'aime à l'abri. Voilà. J'étais sûr que c'était ça la vraie vie. Moi, ce qui m'a toujours et je me suis aperçu que non. Impressionné, je vous observe depuis longtemps et tout ce que vous faites, putain, mais
Vous pouvez pas rester une demi-heure tranquille en place. Parce que donc là, déjà, premier challenge, vous montez sur scène, ça marche, c'est tant mieux. Et puis vous dites, bah tiens, je vais faire autre chose. Alors je vais produire des films, tiens, comme Ardisson d'ailleurs. Et maintenant, les animateurs de télé, ils produisent des films de cinéma. Oui, mais c'est pas en tant qu'animateur télé. Et puis, je suis pas producteur de cinéma. Je suis, comme on appelle ça aux États-Unis, des business angels. C'est-à-dire que je donne un coup de main à des gens qui ont du talent. Et j'ai rencontré un type formidable qui a beaucoup de talent et qui sera certainement un grand producteur de cinéma. Et ben, je lui donne ce coup de pouce, cet accompagnement que j'aurais aimé qu'on me donne, moi, il y a 15 ans quand j'ai démarré. Comment il s'appelle, le nouveau Stéphane Courby, là, qu'on sache son nom? Il s'appelle Maxime Japy. Et donc, dans 10 ans, vous nous dites, la télé, ça sera terminé, ça sera que le musical, ma vie. En tout cas, ma vie, ça va être essentiellement le musical. Je ferai toujours de la télévision, ma petite dose, mais pour l'instant, il y a de la place un peu. Il y a un truc qui est très arrogant et je m'en excuse, mais quand on fait une émission de télé ou plusieurs qui marchent et on dit j'ai envie d'arrêter, c'est un peu méprisant pour les gens qui aiment les émissions de télé. Et dans mon cas, ils sont plusieurs millions. Et puis c'est aussi vis-à-vis des autres de dire oh là là, moi je vais arrêter la télévision. Non, je veux pas arrêter. Je veux changer mes priorités, voilà. Mais je ferai toujours de la télévision et j'ai des engagements en plus. Et puis il y a du théâtre aussi qui va arriver, on le disait. Oui. Donc vous serez dans le dîner de con, dans le rôle que tenait Thierry Lhermitte dans le film. Oui, Pierre Brochant. Voilà, face à vous, Pignon, ce sera Danny Boone, mise en scène Francis Weber. Et alors, je crois savoir que vous l'avez décroché de haute lutte ce rôle. Hein. Il a fallu bastonner. C'est-à-dire que quand Francis Weber a monté la pièce autour de Danny Boone, qui est un formidable Pignon, et je peux vous le dire parce que moi j'ai fait des lectures avec Danny, c'est extraordinaire. C'est difficile de se retenir de rire. Et puis il y a eu ce qu'on appelle des lectures, c'est l'équivalent du casting pour savoir qui allait être le Pierre Brochant. Et on m'a proposé d'y aller. J'y suis allé. J'ai été probablement le plus mauvais de tous les comédiens. Mais j'étais le mec qui avait le plus envie d'y arriver. Le plus décidé. Le plus décidé, le plus motivé, j'ai la sensation. Et c'est ça qu'a retenu Francis Weber. Et puis après, nous avons beaucoup travaillé ensemble, tout d'abord en tête-à-tête, puis j'ai pris une coach, et puis nous avons fait un certain nombre de lectures. Et après la 4e, il a vu à la fois la marge de progression et l'envie, parce que c'est important l'envie dans ce métier. Et il a décidé que je serais Pierre Brochant. C'est tout vous, ça vous fait un premier casting, vous êtes mauvais comme un cochon, puis après, vous arrêtez pas là. C'est peut-être une maladie, je lâche pas l'affaire. Et c'est une maladie, je suis certain que ça peut être parfois dans ma vie privée un problème. Parce que tout n'est pas comme un business, tout n'est pas comme un challenge. On peut être cool, relax, détendu. Et moi j'aime bien, mais je crois que au lieu de me montrer du doigt, je parle de moi et de plein d'autres gens, on devrait aussi de temps en temps dire, ben voilà, les mecs, ils ont envie, ils arrivent de nulle part, je suis totalement autodidacte, j'ai fait aucune étude, j'ai rêvé faire de la radio, et ben j'ai réussi à faire de la radio. J'ai rêvé faire de la télé, j'ai réussi à faire de la télé. J'ai voulu faire du one man, j'en ai fait. Je rêvais de jouer avec Weber, je joue avec Weber. Je voudrais faire du cinéma. Ça paraît simple hein, quand vous le dites. Ça paraît pas simple, mais il y a beaucoup de chance, énormément de travail. Et puis la chance, elle s'appelle, ça tombe pas du ciel. Moi, aujourd'hui, on se souvient que des 5 dernières années, on dit que j'ai très bien gagné ma vie, que j'ai du succès, tout ce que vous voulez. Mais moi, j'ai commencé à travailler, j'avais 16 ans, j'ai fait 11 ans de la radio à 4h30 du matin. Personne ne s'en souvient. J'ai galéré, j'ai mangé mon pain noir à un moment. Maintenant, la chance m'a souri. Il n'y a pas de raison qu'elle ne sourise pas à tous ceux qui ont envie de participer à cette aventure humaine qui est la vie, quoi. Il ne faut pas baisser les bras dans un pays très désespéré. Et moi, je pense que ça ne veut pas dire qu'il suffit de claquer des doigts. Mais simplement, quand on a envie d'y arriver, on a la chance dans notre pays d'avoir tous les éléments qui peuvent nous permettre d'y arriver. Voilà. C'est pas Sevran qu'il fallait qu'il prenne Sarkozy, c'est vous, franchement. Ouais, mais pourquoi pas d'ailleurs. Merci, c'était sympa de discuter avec toi, Arthur. Ça a été? Ouais, très bien. Ne bougez pas. Bouge pas. Je vais céder ma place à Stéphane. C'est le problème des journalistes, c'est qu'ils ont toujours encore plus de questions à poser. Stéphane, je te le laisse, il est chaud. J'ai l'impression d'être chez le psy, mais je reçois les... c'est un peu le psy en fait, parce que le problème c'est qu'à la télévision ça dure pas assez longtemps, on se connaît pas très bien et on n'aura pas l'occasion de se connaître beaucoup mieux pendant l'émission. En même temps, les trucs essentiels, on a envie d'en parler, on a envie de parler des trucs qui comptent vraiment dans la vie, le sexe, l'argent et la mort, le sexe qui nous fait vivants, l'argent qui gouverne tout et la mort qui nous attend tous. Les questions, elles sont là, il y en a 10 sur chaque thème, c'est les mêmes pour tout le monde. D'accord. Le principe c'est qu'on va vite. Juste, dans ces 3 sujets qui nous obsèdent tous, quel est celui qui vous obsède le plus? Le sexe, l'argent ou la mort? La mort. Donc on garde le meilleur pour la fin peut-être. D'accord. Alors on va commencer par le sexe. Depuis quand vous intéressez-vous au sexe? Oh, depuis que j'en ai un. Un petit souvenir? Non, mais je fais partie de ces mômes et ces saints qui ont très vite compris le système et le fonctionnement de l'appareil. Quel animal sexuel êtes-vous? Elie Semoun, c'est le petit furet. Le petit furet des Balkans. Des Balkans, et vous? Moi, je suis on va dire un guépard. Ah oui, d'accord. J'ai un gros démarrage.
Ah là, j'ai un Mais le guépard ne démarrage. court pas très longtemps. Voilà. Je ne sais pas si j'aurai l'autonomie du diesel, mais je suis un guépard. Ouais, je suis toujours prêt, toujours sur. Qu'est-ce qui vous fait bander? Ma femme. Le pire râteau que vous soyez pris? Ah, et il y a quelques années, une comédienne, je lui dis c'est quoi ton portable? Et elle me répond un Nokia. Quelle est la star qui vous attire le plus? Je suis fou de Béatrice Dalle, de ces femmes, Monica Bellucci, ces femmes qu'on dit gorgeous, pulpeuses, avec des hanches, des seins, des seins, surtout que vous aurez un peu le côté enfant, que vous pourriez vous blottir ou... Non, mais moi je suis contre les anorexies qu'on nous impose dans les magazines. Est-ce que vous avez déjà ressenti de l'attirance pour quelqu'un du même sexe que vous? Non. En tout cas, pas une attirance sexuelle. Mais il m'arrive des fois de trouver un mec super beau. Mais au moment où je pourrais être attiré sexuellement, comme je suis énervé, limite jaloux et de mauvaise foi, c'est lui que j'insulte. Le genre de mec qui vous branche, c'est quoi du coup? Les beaux mecs? Ouais. Oh, il y en a des beaux mecs. Hein. Comment il s'appelle, là, celui que toutes les filles adorent, là? Harry Roselmack. Ah, voilà. Le sexe sur Internet, c'est pour rigoler ou pour s'exciter? Par où on rentre? Je sais pas. La fidélité, c'est beau ou c'est con? Non, c'est essentiel. Comment je suis bien sorti? On parle d'argent. Comment avez-vous gagné votre premier salaire? Mon premier job, je vendais du tissu au Sentier, j'avais 15 ans. Comment vous avez claqué le résultat? Je sais plus, j'ai dû m'acheter des vêtements à l'époque, des fringues. Votre dernière galère financière, c'était quoi? J'ai pas de galère d'argent, ce serait une insulte pour ceux qui en ont vraiment de dire que j'en ai. Sur quoi vous radinez de temps en temps? Je crois pas que je sois radin, moi. Sur quoi êtes-vous flambeur? Sur tout ce qui peut faire plaisir aux gens qui m'entourent. Mais flamber, c'est aussi pour soi-même. Quel est le truc, le signe extérieur de richesse dont vous êtes le plus fier? Fier, non, mais celui qui m'a apporté le plus d'emmerde, c'est quand j'ai acheté un bateau. Mais sinon, je suis généreux avec les autres, avec moi-même. J'adore m'offrir des petits tableaux, des trucs comme ça. Quel autre métier vous pourriez faire pour gagner votre vie? Tous les métiers. Être riche, ça sert à quoi sinon? Ça sert à pouvoir dire non. C'est le plus grand des luxes. On parle de la mort, c'est le sujet qui vous obsède le plus. À quel moment avez-vous déjà cru mourir? J'ai eu un accident de voiture gravissime et je n'avais rien si ce n'est un déplacement de vertèbre. Mais les symptômes que j'avais donnés, parce que je suis hypochondriaque, à l'ambulancier, au pompier qui m'a amené à la salpêtrière, laissaient sous-entendre que je pouvais m'être fait quelque chose à la moelle épinière. Donc ils m'ont injecté de la morphine en grande dose. Et moi, j'ai pas de drogue, rien, je me suis jamais drogué. Et donc, je pensais que les effets de la morphine, c'était la mort. Et quel souvenir ça vous laisse, la mort? Je pense que j'étais limite de me faire pipi dessus. Une peur terrible. J'ai très peur de la mort. C'est horrible, je crois qu'il n'y a pas un jour où je n'y pense pas. Parce qu'en fait, vous savez, moi, je suis un extrême privilégié. Je manque de rien. Je suis entouré de gens que j'aime. J'ai un métier formidable. Tout me réussit. Et en fait, la seule chose qu'on ne peut pas contrôler, c'est la santé. C'est la mort. Et donc je me dis, je fais partie de ces gens qui disent c'est pas possible, ça peut pas durer, il va me tomber un truc dessus. Et le fait que cette vie heureuse que je mène puisse s'arrêter un jour, ça me rend fou. Que dira la presse le lendemain de votre mort? Koé va pouvoir passer à 19h. Eh ben, merci beaucoup Arthur. Merci à vous. Oh, merci Arthur pour ta sincérité. Allez-y Arthur, venez nous rejoindre. Une petite rubrique qu'on fait chaque semaine, parce que les questions des journalistes, c'est bien gentil Arthur, mais les questions des vrais gens. Les gens, les vrais, ceux qui sont dans la rue, c'est tout aussi intéressant. Oui, je La crois. preuve, c'est une roulette à questions, et d'un seul coup ça s'arrête, et plouf, il y a une question qui part. D'accord. Finalement, votre physique ingrat vous a-t-il motivé pour réussir votre vie professionnelle? Quel salaud. En tout cas, j'arrive à m'en sortir sans mettre de bonnet. Et tiens, prends ça. Oui, vous savez, en plus, moi quand j'étais môme, j'avais vraiment une tronche de cake. Quand on n'a pas les outils physiques, il faut aller chercher les mots. Et donc moi j'ai utilisé l'humour pour me faire remarquer. Sinon, on se la met derrière l'oreille. Deuxième question. Quelle est la portée métaphysique de votre œuvre? Écoutez, je crois qu'elle est à la fois universelle et disponible à partir de la semaine prochaine. Il n'y a rien de métaphysique dans mon œuvre. J'ai juste du vent, mais... Pourtant, on voit que vous êtes travaillé par ces questions comme nous tous, et vous, vraiment, très sérieusement. Oui. Ça, vous n'avez jamais eu le sentiment que vous pourriez écrire sur un sujet grave, un peu?
Je me suis posé souvent la question, mais franchement, d'abord écrire c'est très dur et je n'ai pas ce talent-là. On s'improvise pas auteur d'un bouquin ou d'un essai ou d'un roman, quoi. Mais je sais que moi je suis très noir à l'intérieur, mais ce que je veux exprimer pour les autres, c'est toujours plutôt coloré. Voilà. Vous êtes un peu noir à l'extérieur aussi. Non, marron, chocolat. Autant pour moi. Daltonien. David Chevalier, donc votre voisin Arthur n'est pas l'homme qui raconte des histoires un peu bizarres, c'était Ben. Alors il paraît que toi tu t'es pris pour un millionnaire. Bah, j'ai eu la chance, en tout cas je me suis projeté dans la peau d'un mec vraiment blindé. C'est les soldes, je me suis dit bah tiens, je vais aller voir dans les magasins de luxe parisiens, dans le 8e, quel est l'accueil lorsqu'on a un portefeuille un petit peu plus garni. Donc eux ils croient recevoir un gagnant du loto. Absolument. On va voir ça. S'occupe de moi. Ah bon, d'accord. Ouais. J'ai pas l'habitude. Ah bon? Ah non. C'est la première fois que je vais mettre un costume. Ouais. Là, et en plus, c'est la première fois que je viens à Paris en même temps. Ouais. Parce que moi, je suis de Verne-sur-Sèche. Verne-sur-Sèche. Ouais, c'est entre Rennes et Laval. C'est sur la route de Châteaubriand. C'est la première fois qu'on me sert un verre dans un magasin. Ah bon? Ah, c'est la première fois. Ah bah non, c'est fracas. Ah bah moi, le luxe, là, c'est nouveau. Hein. Mais j'ai l'impression que je vais bien m'y faire. En fait, là. C'est parce que vous le méritez, peut-être. Ouais, là, rien n'arrive au hasard dans la vie. Non, mais moi, en fait, j'ai fait le flash. Flash de... Vous êtes médium? Ah non, mais moi, j'ai joué un ticket. Et vous avez gagné? Ah bah ouais. Oh, c'est vache. Vendredi dernier. Ah ouais, puis alors là, je vous dis, là, c'est la fête. Hein. Non, mais je retourne plus à mon boulot, moi. Maintenant, de toute façon, mon patron, c'est terminé. Hein. Parce que j'espère que vous allez garder vos Non, vrais parce amis qu'il se fout tout le d'avant. temps de ma gueule. Ben là, maintenant, c'est terminé. De toute façon, moi, quand je vais aller au Stanley, là, hein, c'est à Saint-Grégoire. C'est juste dans la banlieue de Rennes. Ben là, moi, je vais vous dire, là, eh ben, ce sera plus la même musique. Commence un petit peu là à réaliser déjà ce qui se passe. Ah, je suis excité. En fait, j'aime bien quand c'est un peu comme ça, quand c'est agent secret un peu, quand c'est ça, je trouve ça fait classe. Et vous avez effectivement ce modèle-là. Mais après, vous voulez peut-être que vous voulez venir, vous alors au Moulin Rouge alors. Non, c'est gentil, c'est gentil. Ah, on aurait pu inviter monsieur. On a fait envoyer la facture au service des grands gagnants, hein, à la Française des Jeux, en disant qu'on revenait chercher donc l'ensemble des fringues dans 1 heure avec un taxi. On les a rappelés quand même en sortant de la boutique pour leur dire que bien sûr, ça ne marchait pas. Donc tu les as pas gardés les 9 000 € de fringues? Non, je ne les ai pas gardés, mais vraiment, j'étais convaincu de pouvoir sortir avec. Ils étaient mais totalement dans le trip, quoi. Si Denis, 9 000 € de fringues, ça fait rêver, ça, non? Bon, c'est pas assez. En tout cas, ça marche bien le costume. Hein. Je porte bien, non? T'aurais dû le garder, ouais. Ce que vous venez de faire, parce que c'est le thème d'un film que justement on parlait de cinéma que nous allons lancer, qui est une famille, une groseille qui gagne à l'euro-million et qui va s'installer à Monaco. C'est le thème d'un des films que nous sommes en train de développer. C'est un petit rôle pour David peut-être, parce qu'il tient le personnage. Alors, je suis disponible. Et ben pourquoi pas. Et puis tout à fait disposé. Et puis j'ai beaucoup d'envie. David Chevalier, notre voilà. charme, David Chevalier. Merci David. Vous cédez votre place. On va maintenant accueillir un autre humoriste. On voulait faire une rencontre avec Arthur. François-Xavier Desmaisons. Merci pour lui. C'est Desmaisons, hein? Desmaisons, pardon. On se connaît par cœur, on se voit tous les jours, on se fait la bise, il m'appelle Desmaisons, ça fait plaisir. Autant pour moi, deux. C'est la première, mais on est toujours un petit peu comme ça sur les nerfs. Un peu d'émotion. Voilà, c'est normal. François-Xavier Arthur. Bonjour. Bonsoir. Vous connaissez déjà pas? Non. Déjà croisé? Moi, Déjà parlé? de nom. Ouais. Moi aussi. J'ai déjà écouté certains de ses sketchs. Bon, en fait, on a voulu vous réunir pour 2 raisons. D'abord, parlons du spectacle. Finalement, on le disait tout à l'heure, Arthur, vous sur scène, vous racontez un petit peu votre vie et un petit peu la nôtre à la fois. François-Xavier fait la même chose, mais de façon radicalement différente. Je donne juste quelques éléments de votre parcours. Parce Moi, que je suis de dos, en fait, c'est ça. Les gens ne vous connaissent pas forcément. Je vais raccourcir l'histoire. Vous êtes un fiscaliste qui marche bien, qui gagne beaucoup d'argent. Vous habitez New York.
là-dessus. Le 21 septembre arrive. Le 11 septembre. Le 11 septembre, pardon. Le 21 septembre, c'est l'anniversaire de ma cousine Vanina. Ça n'a rien à voir. Hein. Le 11 septembre arrive, les tours s'effondrent et avec les tours, pas mal de vos illusions et vous vous dites c'est pas possible, ma vie c'est pas ça. Je rêve depuis toujours de faire du théâtre. Je cours après du pognon depuis des années, ça sert à rien. Vous rentrez à Paris, vous vous êtes démerdé comme un beau diable, vous avez abattu des montagnes, vous avez réussi à réunir de l'argent pour faire un spectacle. Sur scène, vous avez fait venir du monde dans la salle qui potentiellement pouvait vous produire après. Et Samuel Le Bihan, qui est un comédien bien connu, vous a repéré et vous a produit. Et aujourd'hui, vous remplissez la Gaîté Montparnasse tous les soirs. Voilà. C'est pas une belle histoire, ça? Si. Voilà, merci, bonsoir. Non, je me demandais, parce que vous avez connu les sensations du business auparavant, tout comme vous, Arthur, ça vous est arrivé, j'imagine, de vendre des programmes, à parler de millions d'euros pour vendre des programmes pour Endemol. Est-ce qu'il y a des sensations identiques entre le business et la scène? Est-ce que parfois on ressent des trucs? Dans mon cas, non, aucune. Ben moi, la fiscalité, j'ai pas eu beaucoup de sensations, si vous voulez. C'était pas non plus. C'est chiant la fiscalité? Bah, ça me convenait à l'époque, c'était bien, c'était un mode de vie, mais je me suis pas vraiment éclaté non plus. Hein. J'étais pas là, waouh, tu vois, c'était pas. Non. Mais je sais pas, quand on arrive à Arthur, quand on vend un contrat avec des dizaines de millions d'euros pour sa boîte, on va faire bosser plein de gens, on kiffe pas. C'est pas moi qui vendais les contrats, mais quand bien même, quand on rentre dans le bureau d'Étienne Moujotte, il n'y a pas un public qui vous applaudit. Hein. Il faut vous sachez qu'il n'y a pas de musique, il n'y a pas votre affiche à l'entrée du bureau, il n'y a pas tout ça. Ça n'a rien de comparable, c'est-à-dire qu'être sur scène, c'est tellement magique, c'est tellement intense, c'est tellement extrême qu'il y a rien dans la vie qui est à la hauteur, enfin peut-être d'avoir un enfant, mais moi vous n'aviez jamais fait de scène avant de vous lancer ou... Si, vous aviez quand même goûté à ça avant? Oui, j'ai toujours eu cette passion du spectacle. Quand j'étais petit, je faisais des spectacles avec mes pluches, enfin j'étais le petit gros dans la cour de récré qui fait rire tout le monde, et je me suis inscrit au cours Florent après le bac. Et là, ça marchait bien, j'étais en classe libre, donc j'étais identifié, c'est une petite classe un peu privilégiée au cours Florent, j'étais identifié comme quelqu'un qui avait un potentiel, et puis j'ai eu peur de me lancer, de faire ce métier de saltimbanque, la roulotte. On va vous voir sur scène, donc je le disais, deux façons de raconter une histoire. On y va tous, là, Arthur en stand-up, donc comme un conteur d'histoire, vous, en incarnant des personnages, il y en a une quinzaine qui défilent sur scène. La vraie performance, c'est de changer comme ça de personnage dans une fraction de seconde. Il y a des comédiens, il y a des animateurs de séminaires, il y a votre père, il y a une fiancée, un boxeur, enfin un florilège de gens qui passent. On en voit quelques extraits. Vous nous faites marrer avec les euros. Les euros. Mais on ne saura jamais faire l'Europe. C'est nous les boss. C'est pas qu'on ne peut pas partager les richesses. C'est qu'on ne veut pas. Laura, pourquoi m'as-tu abandonné? Et c'est vrai. J'ai peur. Et je n'ai plus de cacahuètes. Je dois travailler dur dans l'usine pour nourrir famille. Et puis, merde. Vie de merde. Fais péter la vodka. Attends, c'est ma femme, c'est Marie-Charlotte. Oui, Malotte. Qu'est-ce que tu veux encore? Bah oui, tu me déranges. Tu t'en vas? Ah bah va-t'en. T'as qu'à me quitter pendant que tu y es. Hein? Quoi tu y es? Hein? Tu reprends ta liberté? Mais tu sais rien faire, ma pauvre fille. Je te rappelle que faire des chèques, c'est pas un métier, hein? Voilà, François, Xavier, de Maison, formidable. À la Gaîté, tous les soirs, ça s'appelle De Maison s'envole, c'est jusqu'au 3 mars à 21h30. Vous avez choisi donc d'incarner des personnages parce que vous avez le sentiment que là où était le plus de votre talent, c'était dans l'incarnation plus que dans les m'adresse textes. au public, c'est-à-dire que je raconte une histoire, c'est l'histoire de cette reconversion un peu folle, et j'incarne des personnages, des mises en situation, et au bout d'un moment, les personnages prennent la parole et prennent le pouvoir de ce spectacle qui part complètement en vrille, puisque on a vu quand même un castor, alors il faut vraiment le replacer dans son contexte. C'est Bitou, c'est un castor. C'est pas un spectacle pour enfants, hein. C'est pas... Voilà. Bitou, c'est un... Mais c'est drôle de voir des images à chaque fois que c'est sorti, que c'est extrait du spectacle. Moi, ça me... À la télé réductrice. Ça me fait toujours très peur. À bien des je égards. me dis, c'est moi qui fait ça. Bon. J'imagine que c'est un choix de ne pas avoir incarné une succession de personnages comme ça. Arthur, c'est un peu tôt quand même. Le métier de comédien, il faut l'apprendre. Je crois que je n'en ai pas les capacités. Je n'ai pas le talent de me mettre dans la peau d'un grand-père, d'une grand-mère ou d'un castor. Je ne saurais pas faire.
Je sais pas, là je vais rentrer dans la peau de Brochant là, dans quelques mois, mais c'est un boulot et je voulais pas griller les étapes et j'avais besoin de parler à la première personne. Vous disiez, on a vu le spectacle avec vous, on a vu un enregistrement du mois de mars et vous disiez que vous aviez beaucoup progressé comme vous débutez. Quelles sont les images qu'on voit, elles ont 1 an maintenant, j'ai joué 130 fois depuis. En 130 fois. Sur quoi on progresse le plus, sur quoi vous avez senti le progrès? À partir du moment où on a de l'assurance et que les mots sortent sans qu'ils soient récités, ils sont donc joués et vécus. On est beaucoup plus fragile et donc on prend un plaisir immense et le rythme vient tout seul. Mais j'aime bien cette démarche de se dire on arrête et on refait sa vie, je trouve ça formidable. Alors moi c'est moins radical parce que je passe d'un média à un autre entre guillemets, qui est la caméra à la scène. Lui il est passé de la finance à la scène, je trouve ça formidable. Il va maintenant passer au grand écran parce que c'est ça qui est génial dans votre histoire. Parce que ça fait quoi, 1 an et demi que vous commencez à parler un peu de vous sur scène? Ça va faire 2 ans que je suis sur scène. Et c'est un accélérateur incroyable puisque cette année vous allez être à l'affiche de 2 ou 3 films, c'est ça? Oui, je viens de terminer le tournage de l'Auberge Rouge avec Christian Clavier, Josiane Balasco et Gérard Jugnot. On est en costume, j'ai une perruque blonde, un col de barbe, je suis à vomir. Ouais. Vraiment, hein, c'est-à-dire que j'arrivais sur le plateau et ils étaient mal à l'aise. C'était affreux. C'est très très baroque. Et oui, j'ai d'autres projets. J'ai créé un scénario, un film sur une comédie aussi. Et puis j'ai un autre projet dont je ne peux pas parler. Finalement, la scène, c'est un petit passage. Non, la scène, c'est pas un petit passage. Non, je suis en train d'écrire mon 2e spectacle. Donc vraiment, j'ai vraiment envie de monter sur scène tous les soirs. C'est ma vie, c'est la clé de voûte de mon équilibre. Sinon, je suis barjot, je deviens agressif. Si vous n'aviez pas fait de scène l'un et l'autre, vous seriez passé à côté de votre vie, vous auriez pu rater votre vie sans la scène. Mais c'est quoi le... Je pense que qu'est-ce qui va nous rester quand on sera vieux et qu'on va s'assoupir pour la dernière fois? Est-ce qu'on a envie qu'il nous reste plein de souvenirs ou plein d'argent? Eh ben moi j'ai choisi... Les deux. Pour les 40 prochaines années de ma vie, je vais m'occuper de me fabriquer plein de souvenirs. Le pognon c'est fait, maintenant les souvenirs. Il y en a une qui a peut-être pas bien dormi la nuit dernière, c'est notre présentatrice de JT, mieux que Claire Chazal, mieux que Béatrice Schoenberg, mieux que Marie Drucker, Mademoiselle Zozo, c'est Amel Chabi. Bonsoir, je suis Keltom Zozo. Politique, les élections présidentielles approchent à vive allure. Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal sont omniprésents dans toutes sortes de médias, ce qui ne cesse d'énerver tous les candidats. Moi, je l'aime bien, Ségolène, mais les femmes en politique, c'est n'importe quoi. Ça veut dire leur mari, bientôt, ils vont faire le tagine. Oui, et la souris va courir après le chat. C'est ça? La suite, Irak. Chaque jour, des attentats ont lieu et le pays s'enfonce dans la guerre civile. Moi, je dis, il vaut mieux faire l'amour que la guerre. Mais attention, tu fais l'amour marié. Oui, parce que si t'es pas marié, c'est moi qui va te faire la guerre. La suite. Environnement. Nicolas Hulot tente de sensibiliser les Français pour faire face au réchauffement de la planète. Je préfère qu'il fasse chaud. Comme ça peut aider les SDF. Comme ça, ils pourront dormir discrètement à Paris-Plage. Fait divers. On se souvient de la polémique déclenchée par Pascal Sevran sur le sexe dit noir. Apparemment, il aurait récidivé en déclarant le sexe dit chinois est responsable de l'endormissement de leurs femmes. Ça, j'ai pas compris. Arthur poursuit la tournée triomphale de son one-man show à partir du 24 janvier et fait des blagues tellement tu rigoles, tu t'étouffes. En plus, c'est un Marocain comme Jamel. Tous les Marocains, c'est des clowns, ça nous fait plaisir. C'est au théâtre du Gymnase, tu peux aller le voir même si tu n'as pas le sac de sport. Pour terminer ce journal extraordinaire mais vrai, une maxime d'un grand philosophe de chez nous. Une petite boulette locale peut provoquer une paupiette mondiale. Bonsoir les copains. Amel Chabi. Amel Chabi, Mademoiselle Zouzou. Un regard différent sur l'actualité. Vous vous sentez marocain, Arthur? Mademoiselle Zouzou disait que vous avez des origines au Maroc. Je suis né au Maroc. Vous vous sentez marocain pour ça ou... Oui, le sang qui coule dans mes veines est marocain.
Je suis français, je suis juif, j'ai plein de cultures. Je suis une tchouktchouka vivante. C'est la tchouktchouka. C'est un plat marocain. Ah d'accord. On parle un peu de sémiologie hein. Généralement, les gens aiment bien parler de sémiologie. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Ouais, voilà. Monsieur Teston, un grand sémiologue qui a eu son DUG en sémiologie. Un doctorat en fait. Nous, on adore les mots en 4 syllabes, ça nous flatte. Cette semaine, Arthur, je vais m'adresser à vous. Vous êtes un exemple de réussite, on l'a dit tout à l'heure, je vous rassure tout de suite, je ne cherche pas du travail. Un peu quand même. Merci Jean-François. Merci Jean-François. Vous êtes un exemple de réussite, tout comme 2 héros qui vont faire l'objet de 2 films à sortir très prochainement, 2 grands étendards de la culture et de l'anticonformisme, Rocky Balboa, le plus grand héros de tous les temps, d'accord, et Jean-Baptiste Poquelin Molière, dit JB. L'affiche de Molière, que vous trouvez ici, quand on la voit dans la rue, qu'on la croise dans le métro, la première chose qu'on se dit, c'est qu'est-ce que c'est que cette affiche? Qu'est-ce que c'est que ces coquelicots? La première réponse qu'on peut se dire, c'est Pirates des Caraïbes 3. Deuxième possibilité, Les Chemins de Traverse, un film inspiré de la vie de Francis Cabrel. C'est vrai. Troisièmement, c'est une pub pour le parfum Molière. Non plus. Eh bien non, cette affiche, c'est Molière, le film. Molière, jeune désormais, fougueux, cherchant un bon spot pour pousser un brame qui déchire au milieu des coquelicots. J'avais une petite définition sur le coquelicot qui est importante. Vas-y. Voilà. Donc je vous la reprends, je la lis d'ailleurs pour pas la saloper. Le coquelicot, c'est cette fleur sauvage de couleur rouge et noire qui flétrit dès que l'on l'arrache à sa liberté. Oh. À sa liberté. C'est aussi du pavot, en fait, JB vient récolter du pavot pour aller chiller avec ses potes en écoutant du bon son. Donc, alors que Molière est dans le pavot jusqu'au cou, Rocky, si on peut voir l'affiche, a de la neige plein le bonnet et lève le bras. Quand on voit l'affiche de Rocky, qu'est-ce qu'on se dit? Putain, c'est Rocky! C'est ce que c'est dire. C'est plus évident. Ah non, mais moi, Ouais. j'ai déjà vu pratiquement les 3/4 du film. Par petits bouts sur internet, tous les trailers. Il était à Paris cette semaine, je suis allé le voir, je l'ai pas vu, il y avait trop de monde, j'ai pas pu rentrer. Je suis un grand fan de Rocky Balboa. Moi aussi. Et pourtant le film est, paraît-il, très pourri. Dis pas ça. Sur l'affiche du premier Rocky, il avait les 2 points levés comme ça. Aujourd'hui, il ne lève plus qu'un seul point. La sémiologie va nous permettre de comprendre pourquoi. Parce qu'il a 60 ans. Petit 1, effectivement, il est sénile, il a de l'arthrose. Petit 2, il est sénile, il se prend pour un Black Panther. Petit 3, il est sénile, il met une droite à Marcel Cerdan, son dinosaure imaginaire, ou alors il est en train de le traire. Rien de tout ça. En fait, Rocky, en plus d'être boxeur, est devenu dresseur de faucons et il attend le retour du volatile. Et la victoire est proche. Ah, c'est ça. La vraie question que se pose tout le monde, c'est qui va gagner dans les salles? Eh oui. Et je vais tenter d'y répondre très rapidement maintenant. C'est sûr qu'il y a du monde pour faire un défilé Vuitton dans le jardin du Luxembourg. En revanche, pour courir sous la neige, tabasser des quartiers de Vlande et se faire éclater la gueule à 60 piges, c'est moins sûr. En plus, c'est vrai, j'ai un souci avec Romain Duris, moi. Romain Duris, il vient toujours au bar en bas de chez moi. Et à chaque fois qu'il arrive dans le bar, toutes les filles font « Ah, il y a Romain Duris !» Et là, pour essayer de ramener une gonzesse, bah, tu peux ramer. Sylvester Stallone, lui, ne vient jamais en bas de chez moi. Arthur non plus, d'ailleurs. Et je le remercie. Bon, Blacko vient un peu, mais ça va. Oui, c'est vrai. Donc, on va dire que Rocky gagne. Et la semaine prochaine, nous étudierons les affiches où Romain Duris a l'air gros. Vengeance. Bien, François-Xavier de Maison, je ne ferai pas l'erreur 2 fois. Merci d'être passé par les agités du bocal. Je rappelle que vous êtes à la Gaîté Montparnasse jusqu'à fin mars. Fin mars. Tous les soirs à 21h30. Voilà. Il faut s'y retrouver maintenant dans les horaires des théâtres parisiens. Oui. Voilà. 21h30. Merci, merci. François-Xavier de Maison. Merci. Et on accueille maintenant à la place de François-Xavier un artiste. Vous avez du goût pour l'art contemporain, Arthur. Vous achetez un peu, vous êtes curieux, vous visitez. Et là, cet artiste, vous le connaissez, on en a parlé en coulisses, il s'appelle Kader Atia. Kader Atia est là avec nous. Asseyez-vous. Ça va? On vous présente pas. Bonjour Kader, merci beaucoup d'être là. Arthur, vous connaissez, il apprécie votre travail, vous le saviez?
Oui, on s'était rencontrés déjà dans un musée au Palais de Tokyo. Il y a dans votre travail souvent quelque chose d'assez dérangeant dans ce que vous proposez, dans ce que vous nous installez. C'est-à-dire assez anodin au premier abord, et puis ensuite le malaise naît. On peut montrer d'emblée un de vos travaux, un toboggan, donc rose, couleur de l'enfance. Et quand on voit d'un peu plus près ce toboggan, quand on fait en plus un peu travailler son imagination et qu'on se rapproche, on va voir qu'il y a au bas du toboggan des lames qui dépassent comme un rasoir, et il suffit après de faire travailler son imagination pour imaginer son propre enfant, peut-être chéri, glisser sur le toboggan et aller se découper en bas. C'est vraiment un truc d'imagination, votre travail. Oui, c'est un travail qui joue sur les fantasmes, les phobies, les cauchemars. C'est un travail qui, pas dans tout mon travail, mais il y a certaines facettes qui s'adressent à l'homme, mais de façon universelle. C'est-à-dire que, en partant de faits réels qui sont complètement autobiographiques, j'essaie de jouer dans ce travail, par exemple, sur les rapports phobiques qu'on peut avoir avec tous les éléments tranchants. Et bon, là, vous y allez fort, émasculer un enfant, c'est... C'est pas émasculé, c'est un travail qui au contraire condamne l'excision en fait. J'ai grandi dans une cité où toutes mes petites amies étaient africaines, et quand on m'avait appris, enfin j'ai été moi-même circoncis de façon traditionnelle, ça m'avait marqué, et quand mes petites copines, camarades de classe africaines me disaient mais c'est rien, moi j'ai eu pire, ça m'a tellement marqué qu'un jour j'avais décidé 20 ans après, de créer une œuvre. Vous l'avez peut-être vu, ce travail, c'est une installation qui a beaucoup fait réagir, qui était les enfants dévorés par les pigeons. En pain d'épices, là, c'est ça. Regardons, voilà. On ne le sait pas d'emblée, en fait. Je suis le truc, hein, maintenant, t'as vu, Kader? Oui, j'ai vu. Ouais. Les choses qu'on pouvait voir en photo dans la presse, on pouvait vraiment avoir le sentiment que voilà, c'était des enfants dévorés par des charognards. En fait, plus on approche, plus on comprend ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans cette installation, Kader? Alors, cette installation, en fait, c'est donc une installation avec 50 sculptures d'enfants en grandeur nature et avec 150 pigeons qui, durant les 4 mois et demi de cette biennale... Et les sculptures d'enfants sont en quelle matière? Alors, les sculptures d'enfants sont en blé et en avoine, et puis avec c'est de la nourriture pour pigeons, en fait. Ce qui donne envie aux oiseaux, forcément. Voilà, donc les oiseaux dévorent pendant 4 mois cette cour de récréation d'enfants. Et ce qui est très intéressant, c'est par rapport à ce projet, c'est que il y a eu, c'est un projet qui a soulevé énormément de polémiques. Oui, il y a eu des sites internet qui se sont créés. Votre œil qui est un peu brillant quand on parle de polémique, c'est pas quelque chose qui vous... Vous savez, quand on est artiste, moi je pense que la polémique a du bon parce qu'elle prouve, et c'est ce qui est formidable en France, qu'il y a débat en fait. Les colombophiles protecteurs de pigeons qui m'ont attaqué, qui ont créé des sites internet, etc., avec des lettres qui ressemblaient plus à des lettres de l'extrême droite, puisque comme j'ai dans mon nom et mon prénom une consonance musulmane et juif séfarade, j'ai été traité de tous les noms en fait. On me disait que je devais être traité doublement de rat, puisque la pièce, cette installation s'appelle Les Rats Volants. Et puis, c'est insensé. Des souvenirs que vous pouvez avoir de réactions qui vous ont séduit, de gens pas du tout du milieu, ça vous revient Par rapport à cette œuvre, la plus belle réaction que j'ai eue, c'était un enfant avec sa mère qui regardait la cage et disait « Oh là là, maman, les pauvres pigeons, ils sont dans une cage ». Donc, vous voyez, je crois qu'on a tous une vision différente en fonction de l'art. On reproche tellement que l'art contemporain est devenu très consensuel, c'est bien aussi que l'artiste provoque, c'est pour ça que vous voulez dérange. De Kader, sinon, il fait des t-shirts en sérigraphie. Hein. Qui n'a pas besoin de nous pour faire sa réputation, qui est déjà un artiste qui a été récompensé, comme vous le disiez, qui est déjà installé, mais peut-être qu'à la télévision, chez vous, vous ne le connaissiez pas. Ben voilà, Kader Attia, il est sur Internet, vous pouvez aller le voir, vous pouvez le voir en exposition. Merci beaucoup, Kader, d'être venu nous voir. Pour continuer de parler un petit peu d'art contemporain et de vos goûts, Arthur, puisqu'on le disait, vous êtes acheteur, on va jouer un petit jeu, c'est le j'achète, j'achète pas. On a sélectionné 5 œuvres, on les regarde. C'est pas pour offrir, il faut les payer si vous les voulez. Alors, on regarde la première, c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup, donc je pense que vous allez le reconnaître. Est-ce que vous le reconnaissez déjà? Cette œuvre-là? Oui. Le peintre, je crois. C'est quoi, tu dis quoi? Moi, c'est du Basquiat. Du Basquiat. Jean-Michel Basquiat, mais je ne connaissais pas cette œuvre de Basquiat. Non. Donc c'est Jean-Michel Basquiat. C'est un vrai Basquiat, ça? Oui, ça s'appelle Eiffel Tower, ça date de 1985. Ah oui, c'est un tardif alors. Ça vaut la bagatelle de 2 200 000 €.
Bah, je l'achète pas. D'accord. Non, mais parce que si tu dois acheter un Basquiat, et si j'ai un jour la chance de pouvoir m'en offrir un, ce sera pour acheter les symboles de Basquiat, soit un autoportrait, soit ses têtes fortes, soit l'Empire State Building, soit tout ce qu'il a dénoncé. Ses écritures, ça c'est un peu, il y a 2 tours Eiffel. C'est très bon pour un client américain, ça, pour une galerie américaine. Deuxième œuvre, elle est signée Michel Barcello, ça s'appelle Bodégon, de 1984. Je vous laisse un petit peu apprécier. Je vois pas très bien, c'est du difficile en vidéo, mais c'est pas ma Ça cam. vous parle pas trop? 920 000 €. Moins cher. mais j'achète pas. Mais c'est pas Basquiat. J'achète pas, monsieur, désolé. Troisième œuvre, Andy Warhol, Les Beatles, 1968. Ouais, ils sont en train de devenir fous, la planète devient folle avec Warhol. Parce que entre Warhol, Basquiat, Wesselmann, Kenny Scharf, les Américains s'aperçoivent qu'ils ont eu un peu de culture quand même. Donc ils sont en train de devenir dingues. Je pense que c'est même pas à vendre un truc comme ça. C'est pas abordable. C'est inabordable au jour d'aujourd'hui. Alors en fait, c'était une petite blague qu'on vous faisait parce que ça, c'est un travail photographique graphique de Richard Avedon, ça vaut 1 000 €. C'est pas Andy Warhol en fait. On pourrait croire que c'est Andy Warhol. Le seul truc qui ne vient pas Andy Warhol, c'est qu'ils sont à l'envers les deux duos. Donc vous achetez du coup? Non. Dernier, volontairement un petit peu provocateur, un visuel, ce qu'on appelle de l'art trash. Cet artiste s'appelle Paul McCarthy. Ouais. Je ne sais pas si vous le connaissez, Kader et vous. C'est des saucisses. Même Kader fait la grimace. Lui qui aime bien un petit peu choquer, déstabiliser, là, c'est votre tour là. Ça s'appelle Hot Dog et c'est daté de 1974. C'est un artiste fondamental, pardon. Pardon, j'achète la photo si c'est lui qui l'a prise. Oui, non, c'est pas une blague cette fois-ci, c'est bien du Paul McCarthy. Oui, mais si c'est lui qui l'a prise. Ouais. Parce que quelqu'un qui prend en photo quelqu'un d'autre, ça n'a pas de grande valeur. Mais si c'est lui qui est à l'origine de cette espèce de performance qui peut être repoussante. Moi, il y a une très belle photo de Rancinan de McCarthy où il se met la tête dans du ketchup qui est magnifique aussi. C'est un quadriptyque qui est magnifique. Ça, pour avoir une idée, c'est 37 000 €. Ouais, mais. Ouais. Qu'est-ce qu'il me mange? Des saucisses. Ce qu'on veut dire, c'est que vous ne faites pas du tout semblant. Ouais. Sur le premier qui était le Basquiat, effectivement, quand on nous l'a présenté, on nous a dit alors c'est un Basquiat, mais pas une série très connue, donc c'est un peu piège. C'est exactement ce que vous avez dit. Ce que je veux dire, c'est que vous êtes fermé à aucun art, surtout. Non, je suis ouvert à tout, mais parce que l'art, c'est l'émotion. Voilà, c'est l'excitation. Je dis pas que je mettrai les enfants et les pigeons chez moi. J'ai pas la place. Mais je dis que il faut toujours se mettre à la place de l'artiste quand on voit une œuvre d'art. Et on ne peut aimer une œuvre d'art qu'en comprenant ce qui s'est passé dans la tête du mec, dans sa vie, dans sa culture, dans son histoire, au moment où il l'a faite. On peut pas arriver. Alors on peut arriver devant la Joconde. Le discours de tout à l'heure. Première lecture de l'art, elle est émotionnelle, elle est accessible à tous. Deuxième lecture pour les érudits. L'art, c'est la démocratie pure. Tu vas dans un musée, tu vois un tableau, tu le trouves beau ou pas. Et puis la deuxième étape, parce que l'art c'est aussi la connaissance, c'est de te dire putain, quand Egon Schiele il a peint ce tableau, il était malade. Quand Kader a décidé de ramasser des matraques, peut-être que dans la nuit il a fait un cauchemar, il a mis CNN, il a vu la France en feu, j'en sais rien. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'artiste? C'est ça. Ou sinon, vous savez quoi, il faut les télécharger en photo, les œuvres, et les mettre sur un plasma. Ce qui est intéressant, c'est l'histoire, c'est ce qu'ont voulu véhiculer les artistes. Je vous saoule, mais pour une fois qu'on va parler de sérieux. Pas du tout. Voilà. Et moi, je trouve ça bien. Je me dis, un mec qui va faire des enfants en pain d'épices avec des graines pour que les oiseaux les mangent pendant tant de semaines, c'est qu'il s'est levé un matin, il a eu cette idée, c'est-à-dire que dans sa tête, il s'est passé un déclic. Il veut nous le faire partager. Ou on le prend ou on le prend pas. Mais c'est la liberté. Joli rapport aux artistes. Vous disiez l'art c'est l'émotion, l'émotion c'est aussi Jean-François Carvéan. Et quelle émotion? T'es allé à Venise, Jean-François? Le départ se réveille. T'es un peu à la bourre, t'es allé au Palazzo Grassi. Ah oui, non, mais il y a une énorme actu sur Venise. Et puis aussi, c'était parce que l'occasion est trop belle, je ne vais pas la faire lourde. Vous en avez fait toute une histoire, mais il y a des gens beaucoup plus riches que vous. Oh bah, pas de problème. J'espère bien qu'on aille un peu leur casser les couilles. Je suis allé à Venise en janvier parce que c'est 39,90 € l'aller-retour. En low cost. 39,90 €. Si vous cherchez bien, si vous attendez bien le jour, si vous êtes bien disposé, si vous êtes prêt à cavaler à Beauvais pour atterrir à Trévise, vous pouvez y aller avec 39,90 € aller-retour. Trévise, c'est bien. Ouais. On part de Beauvais, on atterrit à Trévise. Ok, c'est bon. On arrive à Venise. Vous arrivez à Venise. Alors Venise, moi, il m'est arrivé la chose suivante, c'est que 5 jours de brouillard, 2 heures de soleil. On va le voir, il y a quand même des événements. C'est pas un problème. C'est pas gênant parce que t'es un romantique. Oui, mais enfin là, quand même, si tu veux, je sais pas si on va voir grand-chose. Là, c'est Venise, là. Là, c'est le Grand Canal, vous avez la Casa Rezzonico, les grands pontons. On arrive. Alors, je vais vous expliquer le truc, c'est que le grand événement culturel de Venise et le grand moment de rayonnement... regardez, il y a un bateau, là. Mais ouais, un pêcheur. C'est dit le louche. C'est toi sur le bateau? Non, moi j'étais sur le Vaporetto, toutes les caméras ouvertes, tout le monde m'aidait. Et en fait, quand on regardait le petit écran, c'était une brume avec du gris, ça dure 5 jours. Il y a eu 2 heures de soleil pendant lesquelles on a eu le temps de courir au Palazzo Grassi.
parce que quand même la France n'est pas une merde, c'est quand même pas la Donc sinistrose la générale Pinault, que tout le monde dit. hein. Le Palazzo Grassi, en fait, il appartenait au Fiat, il a été racheté par François Pinault. Regardez le bel immeuble. François Pinault, 6e fortune de France, et lui aussi, beaucoup plus vieux, beaucoup plus tardivement. Tout à coup, il en a marre du blé. Voilà. Tout à coup, le blé, ça semble un truc assiégeant. Il a 66 ans, il était à l'époque 3e fortune de France, il a rétrogradé, il a tout arrêté. Et si vous vous souvenez, il avait voulu investir l'île Seguin pour faire une grande fondation d'art contemporain français. La région, l'État, ça a traîné. Bon, les gens qui ont du fric, ils ont l'air très sympathiques et bien habillés, mais bon, il faut quand même... au niveau de l'exécution, ils sont pas très patients. Ils parlent un peu au service public comme si c'était des domestiques. Donc il y a des tensions. Et l'autre, il a ramassé son sac. En même temps, vous êtes au guichet, des fois, vous avez envie de vous énerver dans le service public. Ça arrive aussi, on a déjà vu ça. Quand on est au guichet, on a envie de s'énerver un peu. Mais si vous voulez, le pauvre, il attend, le riche, il claque un beignet, il prend un avion, il dit je m'installe ailleurs, c'est pas grave, c'est ce qu'a fait Pinault, il a racheté le Palazzo Grassi, 29 millions d'euros. C'était pas trop grand pour lui, Boulogne, surtout, il a pas voulu faire plus petit. Il aurait, c'est un homme très secret, il aurait 2500 œuvres majeures d'art contemporain et il a ouvert, le 30 avril dernier, il a ouvert le Palazzo Grassi, la Fondation Pinault à Venise. C'était un événement vénitien, un événement français, vous vous en souvenez, un événement culturel mondial. Hein. 1000 invités, je me demande si vous y étiez pas. J'ai été invité, mais je n'ai pas pu y aller à ce moment-là. Voilà. 1000 invités, des collectionneurs, des amis, des gens de médias, mais, parce que l'homme riche est très malin, il donne un dîner somptueux à 1000 people. Il y a eu un encombrement de jets privés à l'aéroport de Venise. Il y a eu non, je vous jure que c'est vrai, 289 jets privés ont tournoyé autour de l'aéroport Marco Polo. Ça a foutu un bins pas possible. Alors juste pour vous dire que les Français ont de la classe quand ils ont de l'argent, il a donné son dîner de people et une semaine avant, il a donné un dîner pour les 120 artisans qui avaient participé à la rénovation du palais. Il a donné un dîner au Grand Bordeaux pour les 120 artisans. Donc les Vénitiens se sont dit, ces gens qui arrivent, parce que Palazzo Grassi c'est quand même important, Grand Canal, les Vénitiens, une collection d'art pour les Vénitiens, franchement, ils ont tout ce qu'il faut chez eux, ils nous voyaient arriver de loin, ils l'ont trouvé plutôt grand genre, bon genre, etc. Et il y a eu un problème avec ce chien, c'est en effet le chien de Jeff Koons. Les étudiants des Beaux-Arts vénitiens, dans la nuit, la veille de l'inauguration, ont concocté, c'est de l'aluminium brillant argenté, couleur mauve, ils ont concocté la crotte assortie. Et ils l'ont posé sous le trou du cul du chien en se disant c'est quand même trop bien, les Français, l'art, Alain, ça va marcher, ça va être formidable. Évidemment à 5h du matin, panique au Palazzo Grassi, ils sont tous sortis avec des bars, avec des machins, ils ont enlevé la crotte et les Vénitiens ont dit merde, les Français c'est quand même des cons, ils n'ont pas très bien compris, donc il n'y a pas beaucoup de gens, pas beaucoup de Vénitiens qui vont au Palazzo Grassi voir cette collection formidable que vous pouvez aller voir, ça vaut 7 €. Et alors si vous n'aimez pas ou si vous aimez, ça vous donne accès à ce qu'est vraiment la quintessence de l'art contemporain aujourd'hui avec Maurizio Catalante. Alors c'est le fameux petit Adolf Hitler à genoux, regardez de quoi ça... C'est un enfant de dos qui est au piqué, est-ce que là vous le mettez de face, ça. mais quand on arrive dans la galerie, il est de dos. Il est au piqué. Et on voit au piqué, on ne sait pas, on croit que c'est un petit enfant au piqué, et quand on se retourne, on s'aperçoit que c'est Hitler. Donc on a un premier élan de compréhension, on a envie de lui faire un petit réconfort, et quand on se penche sur lui, on voit que cette petite moustache nous rappelle quelque chose. Ouais, c'est horrible. C'est horrifiant. Alors l'autre grande star comme ça, de l'art impressionnant, spéculatif, mais en même temps magique, c'est Damien Hirst, c'est la vache tronçonnée. Alors ça a plusieurs années, c'est le sommet de l'art contemporain, avec un problème, et c'est le problème de l'art contemporain en général, c'est que ça vieillit mal, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on s'approche de ces armoires là, pleines de formol, non, ça pue pas, on n'en est pas là, il y a quand même quelques protections, mais alors avant que les organes étaient très visibles, c'était très trash, très précis, très high-tech, là, tout ça se décompose en une bouillie grise et c'est un tout petit peu compliqué, mais ça reste une œuvre absolument... Alors il fait des trucs encore plus faciles, comme quoi si vous avez une névrose et que vous avez une idée, vous pouvez rentrer dans l'art contemporain chez vous. C'est la fameuse pharmacopée, toujours Damien Hirst. Alors classique. Immense. Voilà. Alors Pinault a acheté tous ces trucs-là, c'est très simple. C'est des linéaires qui font 3 mètres sur 3 et qui sont remplis des 1200 neuroleptiques ou comment on appelle ça, les anxiogènes qu'on peut trouver sur le marché mondial. C'est ça. Voilà. Bon, j'ai plus le temps là, parce qu'il y a juste un truc à dire. Ce cours d'art contemporain dispensé par François Carver. Parce qu'il faut savoir qu'à Venise, il existe un endroit qui s'appelle la Douane de Mer. On en a des images. C'est l'un des points les plus hauts de la civilisation du monde. N'importe quel Européen qui se promène là peut penser qu'il est chez lui. C'est la Douane de Mer de Venise. Et figurez-vous que Pinault, quand même, il sait ce qu'il fait parce qu'il serait question que les Français récupèrent cet endroit pour prolonger la fondation, la collection Pinault, et que les Français débarquent dans un endroit pareil, c'est-à-dire le sommet de Venise. Ce serait quand même un beau moment culturel. J'espère que vous serez invité la prochaine fois avec tout le bien que vous avez dit de Pinault. Vous avez quand même dit que c'était un parvenu. C'est le seul détail qui pourrait peut-être vous empêcher. Non, enfin, vous voyez, ça compte l'argent parce qu'il a tout. Alors lui, par contre, il a tout arrêté et il ne s'occupe que de ça. Et sa puissance d'achat est colossale. Est-ce que vous voulez qu'on fasse applaudir François Pinault par le public, leur demander gentiment C'est plutôt Jean-François Carvéan qu'on applaudit. Il nous reste
Il nous reste à vous remercier, Kader Atia et Arthur. Merci infiniment d'être venus sur la première et de nous parrainer, Arthur. C'est bien sympa. Aux agités du bocal. Au gymnase du 24 au 18 février, allez voir Arthur, ça vaut le coup. Merci, à la semaine prochaine. Et aussi, Jonathan Lambert, il est sur scène. Vous saviez ça qu'il était sur scène, Jonathan Lambert 3 jours. Voilà, à la Comédie de Paris. Et la semaine prochaine, qui sera avec nous? Joe Star. Joe Star. Mr. Star. Ciao, à la semaine prochaine.